Ce qui était sur le point de se produire sur cette terrasse exclusive du 16e arrondissement allait changer à jamais le destin de deux âmes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Quel sombre secret reliait ce riche entrepreneur aux yeux bleus à la jeune designer au regard émeraude qui supportait l'humiliation publique avec une dignité inébranlable? Dans les ombres du mât provençal et les murmures d'un passé enterré, se tissait un réseau de mensonges familiaux où rien n'était ce qu'il semblait. Tandis qu'elle, fille d'une mère célibataire qui cachait des vérités douloureuses, sentait le poids d'une trahison qu'elle ignorait, lui observait depuis sa tour de verre et de privilèges, gardant la clé d'un secret qui pourrait faire s'écrouler leurs deux mondes. Le contraste entre le luxe étouffant de l'empire hôtelier montier et la lutte quotidienne dans les rues pavées du Marais n'était pas seulement un abîme social, mais le cadre parfait où le destin démontrerait que les cœurs brisés, lorsqu'ils s'entrelacent, peuvent guérir même les blessures les plus profondes que l'argent et le pouvoir ont tenté d'enterrer. L'humiliation avait un goût amer, c'était comme avaler des pierres pendant que tout le monde regardait. C'est ainsi que Valentine Moreau se sentait en ce moment, debout au milieu du restaurant luxueux, sa robe trempée de vin rouge et le rire cruel de Sébastien résonnant à ses oreilles. « Tu as vraiment cru qu'un homme comme moi pourrait s'intéresser à quelqu'un comme toi? C'était juste un pari, ma chère, et je viens de le gagner. » Les mots coupèrent l'air comme des couteaux. Les clients du restaurant exclusif dans le 16e arrondissement, le quartier le plus élégant de Paris, observèrent la scène avec un mélange de curiosité malsaine et de gêne. Valentine, avec ses brillants yeux verts maintenant inondés de larmes contenues, garda la tête haute. Ses cheveux châtains clairs tombaient en vagues sur ses épaules et ses mains, petites mais fortes, se transformèrent en poings le long de son corps. « Tu te trompes, dit-elle d'une voix ferme malgré le tremblement de son menton. « Je vaux beaucoup plus que ce que tu ne pourras jamais comprendre. » C'est alors qu'elle le vit. De l'autre côté du restaurant, un homme l'observait fixement, pas avec la curiosité malsaine des autres, mais avec une intensité qui la traversa comme un éclair. Des yeux bleus, profonds comme l'océan en tempête, une mâchoire forte, un costume impeccable, et une expression indéchiffrable qui, pour une raison quelconque, lui fit sentir qu'il pouvait voir à travers son humiliation directement dans son âme. Leurs regards se croisèrent pendant à peine 3 secondes. Ce fut suffisant. Quelque chose d'invisible mais de puissant se tissa entre eux en cet instant fugace. Puis, Valentine tourna les talons et sortit du restaurant avec le peu de dignité qui lui restait, ignorant les murmures et les regards qui la suivaient jusqu'à la porte. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cet homme, Alexandre Montier, héritier du plus grand empire hôtelier de France, se lèverait immédiatement après et suivrait ses pas dans la nuit pluvieuse de Paris, et que cette rencontre fortuite changerait à jamais le destin des deux. Vous est-il déjà arrivé qu'un regard change tout? La vie a ces moments magiques qui nous marquent pour toujours. Si cette histoire vous touche le cœur, laissez-moi un j'aime et dites-moi de quelle ville vous me lisez. Et si vous voulez continuer à découvrir des histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, continuons cette histoire de douleur et d'espoir. Dehors, la pluie tombait fort sur l'avenue Montaigne. Valentine cherchait désespérément un taxi, mais tous passaient occupés. Sa robe noire, autrefois élégante et maintenant ruinée, collait inconfortablement à son corps, et son maquillage commençait à couler sur ses joues. Elle ne pleurerait pas, elle ne leur ferait pas ce plaisir. Besoin d'aide? La voix profonde la fit sursauter. Elle se retourna pour se retrouver face à face avec ses yeux bleus qu'elle avait remarqués dans le restaurant. De près, l'homme était encore plus imposant, grand, avec des cheveux noirs parfaitement coiffés en arrière et de larges épaules sous son costume sombre. Il tenait un parapluie noir au-dessus d'eux deux. « Ça va ?» répondit-elle automatiquement, faisant un pas en arrière. « Vous n'en avez pas l'air, insista-t-il, d'un ton qui n'était pas de pitié mais de simple observation. Ma voiture est ici. Je peux vous emmener où vous devez aller. Pourquoi feriez-vous cela? Vous ne me connaissez même pas. » Un léger sourire apparut sur les lèvres de l'homme, transformant son visage sérieux en quelque chose d'étonnamment chaleureux. « Parfois, les personnes que nous ne connaissons pas sont celles qui nous surprennent le plus, » répondit-il énigmatiquement. « Je suis Alexandre Montier. » Valentine hésita. Toute sa vie, elle avait été prudente, raisonnable. Elle ne faisait pas confiance aux étrangers et encore moins aux hommes riches en costumes coûteux. Mais il y avait quelque chose dans le regard de cet homme, une solitude qu'elle reconnaissait parce que c'était la même qu'elle voyait chaque matin dans son propre miroir. « Valentine Moreau » dit-elle finalement, tendant sa main. Quand leurs doigts se touchèrent, un courant électrique parcourut sa colonne vertébrale. Il sembla le sentir aussi, car son expression changea subtilement, comme s'il venait de découvrir quelque chose d'inattendu et de précieux. Ce qu'aucun des deux ne savait à ce moment-là, c'est que leur vie était irrévocablement liée par des secrets qu'ils ne pouvaient pas encore imaginer. Que le destin les avait mis au même endroit, non par hasard, mais à cause d'une dette du passé qui exigerait bientôt d'être réglée. La voiture d'Alexandre était une Audi noire, avec des sièges en cuir qui sentèrent le luxe et l'exclusivité. Le chauffeur,
un homme âgé au visage sérieux, ne montra aucune surprise lorsque son patron arriva avec une femme inconnue et trempée. Valentine se sentit encore plus consciente de son apparence négligée dans cet environnement d'opulence. « Où puis-je vous conduire ?» demanda Alexandre, brisant le silence qui s'était installé entre eux. « Le Marais », répondit-elle, hésitant à donner son adresse exacte à un inconnu, aussi séduisant soit-il. « Le Marais », répéta-t-il au chauffeur, qui acquiesça silencieusement. La pluie frappait le toit du véhicule tandis qu'ils avançaient dans les rues illuminées de la capitale. Valentine regardait par la fenêtre, essayant de calmer le tourbillon d'émotions qu'elle ressentait. Humiliation, colère, honte et cette étrange et inexplicable attraction envers l'homme assis à côté d'elle. Ce qui s'est passé là-dedans, dit Alexandre après un long silence, était méprisable. Valentine se raidit. Elle ne voulait pas de sa pitié. « Je n'ai pas besoin que vous me défendiez. Je ne le fais pas, répondit-il calmement. Je dis simplement ce que je pense. Cet homme est un imbécile qui manifestement ne sait pas apprécier ce qu'il a devant lui. » Leurs regards se croisèrent à nouveau. Il y avait quelque chose dans le regard d'Alexandre, une intensité troublante qui la faisait se sentir à la fois exposée et protégée. « Et qu'est-ce que vous croyez avoir devant vous ?» demanda-t-elle, se surprenant elle-même par son audace. Le sourire d'Alexandre s'élargit, révélant des dents parfaites et une fossette inattendue sur sa joue droite. Une femme avec suffisamment de dignité pour ne pas s'effondrer quand n'importe qui d'autre l'aurait fait. C'est déjà quelque chose d'admirable. Le compliment l'a pris au dépourvu. Ce n'était pas le typique éloge sur sa beauté auquel elle était habituée, mais quelque chose de plus profond, de plus personnel. Valentine détourna le regard, soudainement consciente de la chaleur qui montait à ses joues. « Étiez-vous avec elle ?» demanda Alexandre, changeant de sujet. « Avec la fille qui accompagnait cet homme. Sophie? Non, je la connais à peine. Je travaille dans l'agence qui gère la publicité de sa boutique de vêtements. Elle m'a invité au dîner parce que son petit ami amenait un ami et elle pensait que nous pourrions. » Elle s'arrêta, se rendant compte à quel point la situation semblait pathétique maintenant. Évidemment, c'était une mauvaise idée. Les rendez-vous arrangés le sont souvent, commenta-t-il avec un sourire compréhensif. J'ai eu ma part de désastres sociaux organisés par des amis bien intentionnés. Vous, Valentine le regarda avec scepticisme. Pardonnez-moi, mais vous ne semblez pas être le type d'homme qui a besoin qu'on lui arrange des rendez-vous. Les apparences sont trompeuses, Valentine Moreau. La façon dont il prononça son nom complet, comme s'il savourait chaque syllabe, lui provoqua un frisson qui n'avait rien à voir avec ses vêtements humides. La voiture s'arrêta doucement. « Nous sommes arrivés au Marais », annonça le chauffeur. « Une adresse spécifique, mademoiselle. » Valentine hésita un moment avant de donner l'adresse de son immeuble. Quelques minutes plus tard, l'Audi s'arrêtait devant la façade légèrement délabrée d'un immeuble des années 50 qui, bien qu'il conservât un certain charme, contrastait dramatiquement avec le luxe du véhicule et de son occupant. « Merci pour le trajet », dit-elle, la main déjà sur la poignée de la porte. « Attendez. » Alexandre sortit une carte de son portefeuille. « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi. » La carte était d'un noir mat élégant, avec seulement son nom et un numéro de téléphone gravés en lettres argentées. Sans titre, sans entreprise, sans adresse. Comme si un homme comme lui n'avait pas besoin de présentation. « Merci, » répondit-elle, prenant la carte, « bien que je doute que nous nous revoyions. » Le sourire d'Alexandre avait maintenant une touche de mystère. « Je n'en serais pas si sûr. Le monde est étonnamment petit. » Avec un dernier échange de regards, Valentine sortit de la voiture et courut vers l'entrée de l'immeuble. Ce n'est que lorsqu'elle fut en sécurité dans son appartement qu'elle se permit de relâcher le souffle qu'elle semblait avoir retenu depuis qu'elle avait vu ses yeux bleus pour la première fois. La carte d'Alexandre Montier reposait maintenant sur sa table de nuit, comme un portail vers un monde qui n'était pas le sien, mais que pour une raison quelconque, elle se sentait destinée à connaître. Valentine Moreau avait appris dès son plus jeune âge que la vie ne fait pas de cadeaux. Élevée dans un petit appartement du quartier de Belleville, par une mère célibataire qui travaillait en double service comme infirmière, elle connaissait la valeur de l'effort et de la persévérance. À 28 ans, Valentine avait accompli bien plus que ce que beaucoup attendaient d'une fille de son milieu. Grâce à des bourses et à un travail acharné, elle avait obtenu son diplôme de designer graphique et travaillait maintenant dans une petite agence de publicité. Ce n'était pas un travail de rêve, mais il payait les factures et lui permettait d'aider sa mère, Élise, qui luttait maintenant contre une polyarthrite rhumatoïde qui s'aggravait chaque année. Son petit appartement dans le Marais était son refuge, un espace modeste mais rempli de couleurs avec des plantes dans chaque coin et ses propres dessins encadrés au mur. Là, assise sur son canapé usé le matin après l'incident au restaurant, Valentine essayait de comprendre ce qui s'était passé. La veille au soir, contre toute attente, elle avait accepté la proposition d'Alexandre Montier. Le trajet avait été majoritairement silencieux, avec la pluie frappant le toit de la luxueuse Audi noire et le grondement occasionnel du tonnerre brisant la tension. Il n'avait pas posé de questions sur ce qui s'était passé au restaurant et elle l'en avait silencieusement remercié. « Voici ma carte »,
lui avait-il dit en la déposant devant son immeuble, au cas où vous auriez besoin de quelque chose. Une carte noire, minimaliste, juste son nom et un numéro de téléphone. Aucun titre, aucune entreprise, comme si un homme comme lui n'avait pas besoin de présentation. Maintenant, à la lumière du matin, la carte reposait sur la table basse, tandis que Valentine buvait lentement son thé à la menthe. Son téléphone vibra avec un message de sa meilleure amie, Lucie. « Ça va? J'ai entendu parler de ce qui s'est passé avec cet idiot de Sébastien. J'arrive avec des croissants et des câlins. » Valentine sourit. Lucie avait été son rock depuis qu'elles s'étaient rencontrées à l'université. Explosive, loyale et brutalement honnête, elle était le parfait contrepoids à la nature plus réservée de Valentine. 21 minutes plus tard, Lucie fit irruption dans l'appartement avec un sac de viennoiserie fraîchement cuite et une expression de fureur contenue. « Ce salaud !» dit-elle en serrant son ami dans ses bras. « J'ai toujours su que c'était un imbécile, mais ça mérite la castration. » Valentine ne put s'empêcher de rire en se dégageant de l'étreinte. « Je vais bien, vraiment. C'était humiliant, oui, mais je survivrai. »« Bien sûr que tu survivras. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, » affirma Lucie, se laissant tomber sur le canapé. « Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie d'empoisonner son café. Juste un peu, suffisamment pour lui donner la diarrhée pendant une semaine. » Pendant que Lucie pestait contre Sébastien et son groupe d'amis fortunés, Valentine pensait à Alexandre Montier. Elle n'avait pas parlé de lui à son ami. Pour une raison quelconque, elle voulait garder cette rencontre pour elle-même, comme un précieux secret qui pourrait s'évanouir si elle le partageait. « Et alors j'ai dit à mon chef que s'il voulait que je travaille des heures supplémentaires, il devrait les payer, » continuait Lucie, parlant maintenant de son travail de chef dans un restaurant à la mode. « Tu m'écoutes, Val ?» « Désolé. » Valentine revint à la réalité. « Je pensais à ce que j'ai besoin d'un changement, peut-être chercher un autre travail, quelque chose qui me passionne vraiment. » Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Depuis des mois, elle se sentait stagnante, créant des designs génériques pour des clients qui appréciaient à peine son travail. Elle avait rêvé de faire des illustrations pour des livres pour enfants, mais ce rêve semblait de plus en plus lointain. « Tu devrais le faire, » l'encouragea Lucie. « Tu as trop de talent pour le gaspiller dans cette agence de 3e zone. » La conversation continua pendant qu'elle partageait les viennoiseries et le café fraîchement préparé. Valentine était profondément reconnaissante d'avoir quelqu'un comme Lucie dans sa vie, quelqu'un qui croyait en elle-même quand elle doutait d'elle-même. Ce que Valentine ne savait pas, c'est qu'au même moment, à des kilomètres de là, dans un luxueux bureau, avec vue panoramique sur la Seine, Alexandre Montier contemplait son nom sur l'écran de son ordinateur. Le rapport détaillé sur Valentine Moreau était arrivé ce matin-là, gracieuseté de son chef de sécurité. Alexandre parcourut l'information avec un mélange d'intérêt professionnel et quelque chose de plus personnel qu'il ne voulait pas admettre. 28 ans, designer graphique, mère malade, père inconnu, un appartement loué dans le Marais, aucune dette significative, un profil propre sur les réseaux sociaux avec des illustrations impressionnantes. Rien qui expliquait pourquoi il ne pouvait pas se sortir de la tête ses yeux verts qui avaient soutenu son regard avec tant de fierté au milieu de l'humiliation. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. « Alexandre, le conseil d'administration attend, » annonça la voix de son assistante. « J'arrive dans un moment, » répondit-il, fermant le fichier. Avant de se lever, il regarda une fois de plus la photo de Valentine dans le rapport. Il y avait quelque chose en elle qui lui semblait étrangement familier, bien qu'il fût certain qu'il ne s'était jamais rencontré auparavant. Ou peut-être que si, dans une autre vie, à une autre époque. Une pensée irrationnelle qu'il écarta immédiatement. Alexandre Montier ne croyait pas au destin. Il croyait au contrôle, aux décisions calculées, aux risques mesurés. Son empire avait été construit sur ces principes. Et pourtant, quelque chose en lui disait que Valentine Moreau représentait quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Un facteur imprévisible qui pourrait altérer l'équation parfaite de sa vie. Et cela, plus que de l'attirer, le terrifiait. La réunion avec le conseil d'administration fut tendue, comme toujours. Depuis la mort de son père 6 mois auparavant, Alexandre avait dû constamment défendre ses décisions face à un groupe de dirigeants qui doutait de sa vision pour l'avenir du groupe hôtelier Montier. Les chiffres du dernier trimestre sont prometteurs, commenta Julien Vega, le directeur financier et ami proche d'Alexandre. Mais l'expansion vers les marchés ruraux continue de générer de la résistance. C'est l'avenir, répondit Alexandre avec fermeté. Le tourisme de luxe évolue. Les gens ne veulent plus seulement des resorts sur des plages surpeuplées. Ils cherchent des expériences authentiques, un contact avec la culture locale, la durabilité. Ton père n'aurait jamais parié sur quelque chose d'aussi bohème, intervint Édouard Sanchez, le membre le plus ancien et le plus conservateur du conseil. Les hôtels Montier représentent le luxe traditionnel, pas des expériences hippies. Alexandre garda son calme, bien qu'intérieurement,
il sentait la rage monter. Édouard avait été un ami intime de son père et profitait de chaque occasion pour lui rappeler qu'il ne serait jamais à la hauteur du grand Richard Montier. « Mon père a construit cet empire en s'adaptant à son époque », répondit-il avec un calme étudié. « Maintenant, c'est à notre tour de nous adapter à la nôtre. Le projet en Provence se poursuivra. » Après 2 heures supplémentaires de discussion sur les budgets et les stratégies marketing, Alexandre retourna dans son bureau, physiquement épuisé mais mentalement alerte. Il devait prouver que sa vision était correcte, qu'il pouvait porter l'héritage familial plus loin que son père ne l'avait jamais imaginé. Et pour cela, il avait besoin de Valentine Moreau. Ce n'était pas seulement pour son talent de designer, qui était évident dans chaque pièce de son portfolio en ligne. C'était pour quelque chose de plus intangible qu'il avait perçu en elle. Une authenticité, une connexion authentique avec ses racines qui pourrait apporter précisément ce dont le nouveau projet avait besoin. Sans y réfléchir à 2 fois, il composa le numéro de son chef des ressources humaines. « Marc, j'ai besoin que tu contactes quelqu'un pour le projet de Provence. Une designer graphique nommée Valentine Moreau. Je veux lui offrir un contrat d'exclusivité pour développer toute l'identité visuelle de l'hôtel. »« Valentine Moreau ?» répéta Marc surpris. « Elle n'est pas dans notre base de données de talent. D'où la connais-tu? » « Peu importe, » coupa Alexandre. « Obtiens ces informations et organise une réunion le plus tôt possible. » En raccrochant, Alexandre se demanda s'il ne commettait pas une erreur. Mêler le personnel au professionnel n'avait jamais été son style. Mais quelque chose en lui disait que Valentine Moreau était exactement ce dont il avait besoin, tant pour son projet que pour... Non, il ne se permettrait pas de compléter cette pensée. Pendant ce temps, la vie de Valentine prenait un tournant inattendu. Ce même après-midi, en arrivant à l'agence, son patron l'appela dans son bureau avec une expression sombre. « Je suis désolé, Valentine, mais nous devons nous séparer de toi, » annonça-t-il sans préambule. « Nous avons perdu le compte de Sophie Sandoval ce matin et nous devons réduire le personnel. Le coup fut brutal, mais pas tout à fait surprenant. Valentine savait qu'elle était la dernière à rejoindre l'équipe et la première à partir si des temps difficiles arrivaient. Néanmoins, la nouvelle la laissa étourdie. « Je comprends, » dit-elle, gardant sa contenance. « Quand est mon dernier jour ? » « Aujourd'hui même, » répondit-il, évitant son regard. « Les ressources humaines ont déjà préparé ton indemnité. » 2 heures plus tard, Valentine quittait le bâtiment avec une boîte contenant ses rares effets personnels et un chèque qui couvrirait à peine 1 mois de loyer et de dépenses. L'inquiétude s'installa comme un poids dans sa poitrine. Comment maintiendrait-elle le traitement de sa mère? Comment paierait-elle ses factures? Assise dans un café à proximité, elle mit à jour son CV et commença à l'envoyer à toutes les offres d'emploi qu'elle trouvait en ligne. Le marché était saturé et elle savait que trouver quelque chose de nouveau serait difficile. C'est alors que la carte noire d'Alexandre Montier sembla brûler dans son sac. « Si jamais vous avez besoin de quelque chose, » avait-il dit, mais sa fierté était trop forte. Elle ne recourait pas à un étranger, aussi séduisant soit-il pour résoudre ses problèmes. Ce soir-là, dans le petit hôpital public où sa mère recevait un traitement, Valentine attendait dans le hall, pendant qu'Élise assistait à sa séance de physiothérapie. C'est là, entourée de l'odeur de désinfectant et du murmure de conversations étrangères, que son téléphone sonna avec un numéro inconnu. « Valentine Moreau ?» demanda une voix féminine, professionnelle et distante. « Oui, c'est moi. Je vous appelle de la part de Monsieur Alexandre Montier. Il souhaite organiser une réunion avec vous demain à 10 heures du matin au siège central du groupe hôtelier Montier. Il s'agit d'une proposition professionnelle. » Valentine resta sans voix pendant un moment. Alexandre Montier, l'homme de la nuit pluvieuse, comment savait-il qu'elle avait besoin d'un travail? « Mademoiselle Moreau ?» insista la voix à l'autre bout. « Excusez-moi, c'est que... cela me prend par surprise. Puis-je demander de quoi il s'agit exactement? Monsieur Montier préfère discuter des détails personnellement. Pouvons-nous compter sur votre présence? » Valentine hésita. Son instinct lui disait qu'il y avait quelque chose d'étrange dans tout cela, mais sa situation désespérée ne lui laissait pas beaucoup d'options. « J'y serai, » répondit-elle finalement. En raccrochant, un mélange d'émotions contradictoires l'envahit. Le soulagement face à la possibilité d'un nouvel emploi, la méfiance face à la coïncidence trop parfaite, et cette étrange émotion qu'elle ressentait chaque fois qu'elle pensait à ses yeux bleus qu'il avait regardés avec tant d'intensité. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cet appel changerait sa vie pour toujours, l'entraînant dans un monde de secrets familiaux et de passions interdites qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La tour de verre et d'acier qui abritait le siège du groupe hôtelier Montier s'élevait imposante, dans le quartier de la Défense à Paris. Valentine, vêtue de sa meilleure blouse vert émeraude et d'un pantalon noir formel, se sentait minuscule en traversant le luxueux hall d'entrée vers les ascenseurs. La réceptionniste du 40e étage, une femme à l'aspect sévère, la conduisit directement dans une salle de réunion
avec vue sur la ville. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et Alexandre Montier entra, encore plus imposant que dans son souvenir, dans son costume bleu marine parfaitement ajusté. « Mademoiselle Moreau », salua-t-il avec un léger hochement de tête. « Merci d'être venu. »« Monsieur Montier », répondit-elle, gardant son sang-froid malgré la nervosité qu'elle ressentait. « Je dois admettre que votre appel m'a surprise. » Il l'étudia un moment, avant de s'asseoir en face d'elle. De près, Valentine put remarquer des détails qu'elle avait manqués lors de leur première rencontre. Une petite cicatrice sur son sourcil gauche, quelques cheveux gris prématurés aux tempes, la tension constante dans sa mâchoire. « J'ai vu votre travail, » dit-il, allant droit au but. « Vous êtes très talentueuse. » Valentine haussa un sourcil, surprise et légèrement mal à l'aise. « Vous m'avez enquêté ?» Un sourire énigmatique apparut sur les lèvres d'Alexandre. « Disons que j'aime savoir avec qui je fais affaire, » répondit-il. « Nous lançons un nouveau projet, un hôtel-boutique en Provence inspiré par l'art et la culture locale. Nous avons besoin d'une identité visuelle unique, authentique. Je crois que vous pourriez être la personne idéale pour la créer. » La proposition était inattendue et semblait trop belle pour être vraie. Le genre d'opportunité dont Valentine avait rêvé. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle directement. « Il y a des centaines de designers avec plus d'expérience et de meilleures connexions. » Alexandre se pencha en arrière dans son fauteuil, ses yeux bleus ne quittant jamais les siens. « Parce que j'ai vu comment vous avez affronté l'humiliation l'autre soir, avec dignité, avec force. Cela m'en dit plus sur une personne que n'importe quel CV. De plus, ajouta-t-il en faisant glisser une tablette vers elle, ces illustrations capturent exactement l'essence que nous recherchons. » Sur l'écran, Valentine reconnut une série d'aquarelles qu'elle avait créées des années auparavant, lors d'un voyage en Provence. C'étaient des travaux personnels qu'elle avait mis sur son blog, jamais destinés à un portfolio professionnel. Le travail nécessiterait de voyager régulièrement en Provence pendant les 6 prochains mois. Continua-t-il. « Nous vous offrons un contrat exclusif, très bien rémunéré, avec toutes les facilités pour que vous puissiez développer le projet sans préoccupation. » Valentine sentait qu'il y avait quelque chose de plus derrière cette offre, quelque chose qu'Alexandre ne disait pas. Mais elle savait aussi reconnaître une opportunité quand elle se présentait. « Quand auriez-vous besoin de ma réponse ? Maintenant ?» répondit-il sans hésiter. « Le projet est déjà en cours et nous n'avons pas de temps à perdre. » Leurs regards se rencontrèrent dans un duel silencieux. Valentine sentait qu'elle était sur le point de signer un pacte avec le diable, mais un diable étrangement fascinant. « J'accepte, dit-elle finalement, mais je travaillerai selon mes propres termes créatifs. » À sa surprise, Alexandre sourit, un sourire sincère qui transforma complètement son visage, le faisant paraître plus jeune, presque vulnérable. « Je n'attendais pas moins de vous, mademoiselle Moreau. » Les documents apparurent quelques minutes plus tard, apportés par la même assistante qui l'avait appelée. Des conditions plus que généreuses, une avance substantielle, une assurance médicale complète qui couvrirait également sa mère. C'était comme si quelqu'un avait lu sa liste de souhaits. Pendant qu'elle signait, Valentine ne pouvait s'empêcher de se demander si elle commettait la plus grande erreur de sa vie ou si elle embrassait son destin. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Alexandre Montier gardait un secret qui liait leur vie d'une manière qu'aucun des deux ne pouvait encore imaginer. Un secret qui avait commencé 29 ans auparavant, quand un jeune employé d'hôtel et une belle touriste avaient eu une liaison interdite sur les plages de Nice. Un secret portant le nom d'Élise Moreau, gravé sur une vieille photographie cachée dans le bureau de Richard Montier, père d'Alexandre et patriarche de l'Empire hôtelier. Un secret qui menacerait bientôt de les détruire tous les deux. « Vous aurez besoin d'un endroit où séjourner en Provence, » dit Alexandre, une fois les documents signés. « Nous avons un mât restauré près du site où l'hôtel sera construit. Vous y serez confortable. »« Je préférerais un hôtel normal, » répondit Valentine. Elle ne voulait pas se sentir plus redevable que nécessaire. « Comme vous voulez, mais l'offre reste ouverte. Nous partons demain à la première heure. »« Nous ?» Valentine ne put cacher sa surprise. « Ce projet est personnel pour moi, » expliqua Alexandre. « Mon père a commencé en Provence, lavant la vaisselle dans un petit restaurant avant de construire son premier hôtel. Je veux honorer cette origine, et pour cela, j'ai besoin d'être impliqué dans chaque détail. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il parlait de son père, un mélange d'admiration et de ressentiment que Valentine reconnut immédiatement. C'était la même façon dont elle parlait du sien, un homme qu'elle n'avait jamais connu, mais dont l'absence avait défini une grande partie de sa vie. « Je comprends, » dit-elle simplement. « À demain, alors. » Quand Valentine sortit de l'imposant bâtiment, une nouvelle sensation de possibilité s'ouvrait devant elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle était sur le point de faire partie de quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait changer sa vie. Mais elle sentait aussi qu'il y avait quelque chose qu'Alexandre Montier ne lui disait pas. Une intuition, un pressentiment qu'elle ne pouvait ignorer. Ce soir-là, alors qu'elle faisait ses valises pour le voyage, elle reçut un appel de sa mère. « Un nouveau travail ? C'est merveilleux, ma chérie.
s'exclama Élise avec une joie sincère. « Et tu dis que c'est pour concevoir un hôtel entier? Je suis si fière de toi. »« Merci, maman, » répondit Valentine, émue par le soutien inconditionnel de sa mère. « C'est une grande opportunité, et le contrat inclut une assurance médicale complète qui te couvrira aussi. Nous n'aurons plus à nous inquiéter pour les traitements. » Le silence à l'autre bout de la ligne surprit Valentine. « Maman, tu es là? »« Oui, ma chérie, » répondit finalement Élise, avec un ton étrange dans sa voix. « C'est juste que tu as dit que tu travailleras pour le groupe hôtelier Montier? »« Oui, pourquoi? Tu connais l'entreprise ?» Un autre silence, plus long cette fois. « Non, pas vraiment, » répondit sa mère, bien que quelque chose dans sa voix sonnait faux. « J'en ai juste entendu parler. Ils sont très importants. » Valentine voulut en demander plus, mais sa mère changea rapidement de sujet, posant des questions sur les détails pratiques du voyage et qui s'occuperait de ses plantes pendant son absence. La conversation se termina peu après, laissant Valentine avec l'étrange sensation que sa mère lui cachait quelque chose. Le lendemain matin se leva clair et brillant, comme si l'univers approuvait sa décision. Le jet privé qui l'attendait à l'aéroport fut le premier signe qu'elle entrait dans un monde complètement différent du sien. Alexandre était déjà à bord, révisant des documents avec une expression concentrée. « Bonjour » salua-t-il en la voyant entrer. « Prête pour l'aventure? »« Aussi prête que je puisse l'être, » répondit-elle, s'installant dans l'un des luxueux sièges en cuir. Le vol vers la Provence fut bref mais révélateur. Alexandre lui montra les plans préliminaires du projet, lui expliquant sa vision avec un enthousiasme qui contredisait son image habituelle de froideur professionnelle. « Je ne veux pas d'un autre résort générique, » dit-il avec passion. « Je veux quelque chose qui respecte la terre, la culture, qui offre une expérience authentique, mais avec tout le luxe que nos clients attendent. Un pont entre les mondes. C'est un équilibre difficile à atteindre, commenta Valentine, sincèrement intéressée. Le luxe tend à distancer, à créer des barrières entre les visiteurs et la communauté locale. Exactement, acquiesça-t-il, ses yeux brillants d'approbation. C'est là qu'intervient votre travail. Nous avons besoin d'une identité visuelle qui ne soit ni folklorique ni condescendante, mais respectueuse, authentique, qui invite à une connexion véritable. Tandis qu'ils parlèrent de couleurs, de textures et de concepts, Valentine se surprit à oublier momentanément qui il était et qui elle était. Dans cet espace partagé d'idées et de créativité, ils n'étaient que deux personnes passionnées par un projet. Quand ils atterrirent en Provence, un chauffeur les attendait pour les conduire directement au terrain où l'hôtel serait construit. La route depuis Aix-en-Provence vers les collines offrait des paysages spectaculaires, vallées vertes parsemées de petits villages, montagnes imposantes au loin, le ciel d'un bleu impossible. « C'est magnifique », murmura Valentine, absorbée par la vue. « Mon père disait toujours que la Provence était le cœur secret de la France », commenta Alexandre, son regard perdu à l'horizon. « Quand j'étais enfant, il m'amenait ici chaque été. C'était les seuls moments où je le sentais vraiment présent. » La vulnérabilité dans sa voix surprit Valentine. C'était la première fissure qu'elle voyait dans l'armure parfaite d'Alexandre Montier. « Vous n'aviez pas une bonne relation ?» demanda-t-elle doucement. Un sourire amer traversa le visage d'Alexandre. « Mon père était un géant dans les affaires et un nain dans sa vie personnelle. Il a construit un empire mais détruit sa famille dans le processus. » Il fit une pause, comme surpris par sa propre sincérité. « Excusez-moi, je ne parle pas habituellement de ces choses. »« C'est bon, » répondit-elle. « Moi non plus, je n'ai pas connu mon père. Il est parti avant ma naissance. » Leurs regards se croisèrent, un moment de reconnaissance mutuelle, de compréhension partagée sur le vide que laisse un père absent. Mais avant qu'ils ne puissent approfondir la conversation, la voiture s'arrêta devant un ancien mât partiellement restauré. « Nous sommes arrivés » annonça Alexandre, revenant rapidement à son mode professionnel. « Ce sera notre centre d'opération pendant le projet. » Le mât était impressionnant, avec d'épais murs de pierre, de hauts plafonds, avec des poutres en bois sculptées, et une cour centrale avec une fontaine en pierre, où l'eau chantait doucement. Des bougainvilliers grimpaient sur les murs, créant des taches violettes et rouges contre l'ocre de la pierre. « C'est incroyable !» murmura Valentine, tournant sur elle-même pour absorber chaque détail. « Il a appartenu à une famille de producteurs de lavande pendant des générations » expliqua Alexandre, tandis qu'il marchait le long des couloirs. « Quand il est tombé en désuétude, mon père l'a acheté avec l'intention de le transformer en hôtel, mais il ne l'a jamais fait. Il était abandonné jusqu'à il y a quelques mois, quand nous avons commencé la restauration. Un majordome âgé apparut pour leur montrer leur chambre. Celle de Valentine était spacieuse et lumineuse, avec un lit à baldaquin, des meubles anciens restaurés avec un goût exquis et un balcon qui donnait sur un verger d'arbres fruitiers. Sur un bureau ancien, elle trouva un ensemble complet de matériel d'art de la meilleure qualité, aquarelle, huile, fusain, papier texturé. « J'ai pensé que vous pourriez en avoir besoin, » dit Alexandre depuis la porte, observant sa réaction. « S'il manque quelque chose, demandez simplement à François. Il s'occupe de tout ici. »« C'est trop, » répondit Valentine, submergée par la générosité. « Je ne sais même pas comment vous remercier. Faites-le avec votre travail, » répondit-il simplement. « Reposez-vous un peu.
Dans 1 heure, nous irons voir le terrain où l'hôtel sera construit. » Quand elle se retrouva seule, Valentine s'approcha du balcon et respira profondément l'air parfumé de l'après-midi provençal. C'était comme être dans un rêve, un dont elle ne voulait pas se réveiller mais qui en même temps la remplissait d'une inquiétude inexplicable. Il y avait quelque chose dans la façon dont Alexandre la regardait, dans la façon dont il semblait la connaître mieux qu'il ne le devrait, qui éveillait son intuition. Comme s'il y avait des pièces d'un puzzle qu'il voyait clairement, mais qui, pour elle, restait caché. Ce que Valentine ne pouvait pas imaginer, c'est que dans le bureau privé du Mas, Alexandre regardait à ce moment une vieille photographie décolorée. Une jeune femme aux yeux verts souriait à l'appareil depuis une plage de Nice, avec la mer bleue en arrière-plan. Au dos, une inscription d'une écriture masculine. « Élise, mon amour éternel. Nice, 1995. » Ses yeux passèrent de la photographie à un dossier portant le logo d'une agence d'investigation privée renommée. Le rapport à l'intérieur contenait l'histoire complète d'Élise Moreau et de sa fille Valentine, une histoire qui pourrait détruire tout ce qu'Alexandre avait construit, mais qui pourrait aussi lui donner les réponses qu'il avait cherchées toute sa vie. « Que caches-tu, père » murmura-t-il pour lui-même. « Et qui est vraiment Valentine Moreau ?» Le terrain destiné au nouvel hôtel était une vaste clairière au milieu d'un bois de pin, avec des vues panoramiques sur la vallée provençale. La lumière du couchant baignait tout d'une teinte dorée et rougeâtre, créant un spectacle visuel qui laissa Valentine sans voix. « Je veux que l'hôtel s'intègre parfaitement dans l'environnement », expliquait Alexandre, tandis qu'ils parcourèrent le terrain, qu'il semble avoir toujours été là, qu'il appartienne à la terre. « Je pensais à des tons terreux pour l'identité visuelle », commenta Valentine, visualisant déjà des possibilités ocre, terracotta, vert olive, avec des accents bleu lavande, comme un clin d'œil aux chants provençaux. « J'aime votre façon de penser », sourit Alexandre, et pendant un moment, l'homme d'affaires disparut, remplacé par quelqu'un de plus jeune, plus libre. De retour au mât, le dîner les attendait dans la cour sous un dais d'étoiles. La nourriture, préparée par un chef local, était un festin de saveurs provençales. Ratatouille, aioli, tapenade, le tout accompagné d'un rosé de la région. « Parlez-moi de vous », demanda Alexandre après que le dessert, une délicieuse tarte aux abricots, fut servi. « Du rapport, je connais les données de base, mais je veux connaître la personne derrière le CV. »« Il n'y a pas grand-chose à raconter, » répondit Valentine, jouant avec son verre. « J'ai grandi avec ma mère dans un petit appartement à Belleville. J'ai étudié grâce à des bourses. J'ai toujours dessiné depuis aussi longtemps que je me souvienne. C'est ma façon de comprendre le monde, je suppose. Et votre père ?» La question fut directe, presque invasive. Valentine raidit légèrement les lèvres. « Je ne l'ai pas connu. Il a abandonné ma mère quand elle a appris qu'elle était enceinte. Je ne connais même pas son nom. Ma mère n'en parle jamais. »« Je suis désolé, » dit Alexandre, et il semblait sincère. « Je n'avais pas l'intention de vous mettre mal à l'aise. »« C'est bon, » répondit-elle avec un petit sourire. « Cela ne fait plus aussi mal qu'avant. J'ai appris à vivre sans cette partie de mon histoire. » Elle fit une pause, puis, décidant de changer de sujet, demanda « Et vous, le grand Alexandre Montier, héritier d'un empire, ça a dû être une vie fascinante. » Un rire sans humour s'échappa des lèvres d'Alexandre. « Fascinante n'est pas le mot que j'utiliserais. Privilégié, oui. Solitaire aussi. Ma mère est morte quand j'avais 8 ans. Mon père s'est plongé dans le travail et m'a laissé aux soins de nourrice et dans des internats. Nous nous voyions peut-être une fois par mois, quand j'avais de la chance. Il semble que nous connaissions tous deux le vide que laisse un père absent, » observa Valentine. « À la différence que le mien était physiquement présent, juste émotionnellement absent, » répondit Alexandre. Ses yeux, déjà intenses, semblaient encore plus profonds sous la lumière des bougies. « Parfois, je pense qu'il est pire d'avoir quelqu'un là mais inaccessible, que de ne pas l'avoir du tout. » La conversation s'orienta naturellement vers des sujets moins personnels. Art, voyage, films préférés. Ils découvrirent qu'ils partageaient un amour pour le cinéma classique français et une aversion pour la musique pop actuelle, qu'ils préféraient tous deux les livres physiques aux électroniques, et qu'aucun ne pouvait commencer la journée sans café. C'était étrange, pensa Valentine, de se sentir si à l'aise avec quelqu'un qui représentait un monde si différent du sien, comme si sous les couches de privilèges et de pouvoir, Alexandre Montier n'était qu'un homme avec ses propres blessures et rêves. Quand ils se séparèrent finalement pour aller dormir, il y avait entre eux une nouvelle complicité, un pont invisible qui commençait à se former. Ce que Valentine ne savait pas, c'est que pendant qu'elle se préparait à dormir, Alexandre faisait un appel crucial depuis son bureau. « J'ai besoin de confirmer une théorie », dit-il à voix basse à l'homme à l'autre bout de la ligne. « Je veux un test ADN discret, sans qu'elle le sache. C'est compliqué et éthiquement discutable », répondit Julien Vega, son avocat et ami. « Es-tu sûr de vouloir emprunter cette voie ? Je n'ai pas le choix, » répondit Alexandre, son regard fixé sur la photographie d'Élise Moreau. « J'ai besoin de savoir si c'est elle, Julien, si Valentine est ma sœur. » Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine qui semblait étrangement naturelle. Le matin, Valentine et Alexandre visitaient le terrain du futur hôtel,
discutait d'idées avec les architectes, puis parcourait les villages voisins en quête d'inspiration. L'après-midi, elle se plongeait dans son travail créatif, tandis qu'il s'occupait des affaires de l'entreprise par visioconférence. Les dîners devinrent le moment que tous deux attendaient secrètement. De longues conversations sous les étoiles, accompagnées par le doux murmure de la fontaine et le chant des grillons. Peu à peu, les barrières entre eux tombaient. Ce fut lors d'un de ces dîners que Valentine remarqua quelque chose d'étrange chez François, le majordome. Le vieil homme la regardait avec une expression particulière, comme s'il voyait un fantôme. « Il y a un problème, François » demanda-t-elle finalement, mal à l'aise sous cet examen. L'homme sembla sursauter, comme sortant d'une transe. « Excusez-moi, mademoiselle, c'est juste que vous me rappelez quelqu'un que j'ai connu il y a de nombreuses années. » Alexandre intervint rapidement, avec une tension évidente dans sa voix. « François, je pense que mademoiselle Moreau et moi nous servirons le dessert nous-mêmes. Tu peux te retirer pour ce soir. » Quand le vieil homme fut parti, un silence inconfortable s'installa entre eux. « À qui est-ce que je ressemble ?» demanda Valentine directement. Alexandre évita son regard, se concentrant sur le service du digestif dans les deux verres. « François est avec la famille depuis avant ma naissance. Il a vu passer beaucoup de personnes ici. Ce n'est pas une réponse, insista-t-elle. Pendant un moment, il sembla qu'Alexandre allait continuer à éluder la question. Puis, avec un soupir résigné, il dit « Probablement à une femme qui a travaillé pour mon père il y a de nombreuses années. Elle avait les cheveux et les yeux comme vous. » Quelque chose dans son ton alerta Valentine. « Comment s'appelait-elle ?»« Je ne m'en souviens pas. » répondit-il, trop rapidement pour être crédible. C'était il y a longtemps. C'était un mensonge. Valentine le savait instinctivement, comme elle savait quand un design ne fonctionnait pas ou quand un client n'était pas honnête sur ce qu'il voulait. Mais elle décida de ne pas insister, du moins pas ce soir. Elle aurait l'occasion de parler à François en privé. Le projet avançait rapidement. Les croquis préliminaires de Valentine pour l'identité visuelle de l'hôtel avaient impressionné non seulement Alexandre, mais aussi l'équipe d'architectes et de designers. Son concept, inspiré des chants de lavande provençaux, mais avec une interprétation contemporaine, capturait parfaitement la vision du projet. « C'est exactement ce que j'imaginais, mais en mieux », avait dit Alexandre en voyant ses propositions. La sincérité dans ses yeux bleus fit que quelque chose s'agita à l'intérieur de Valentine, quelque chose qu'elle essayait d'ignorer, mais qui grandissait jour après jour. Car malgré ses efforts pour maintenir la relation strictement professionnelle, il y avait des moments où la tension entre eux était presque palpable. Un frôlement accidentel de mains en passant des documents, un regard soutenu plus longtemps que nécessaire, cette façon qu'il avait de toujours la trouver dans une pièce pleine de gens. Valentine se répétait que c'était une folie. Il était son patron. Il appartenait à un monde totalement différent du sien. Et quelque chose en elle l'avertissait qu'il y avait des secrets entre eux, des vérités non dites, qui pourrait tout changer. Un après-midi, alors qu'Alexandre était parti en ville pour une réunion, Valentine trouva François seul dans le jardin, taillant soigneusement les rosiers. « François » l'appela-t-elle doucement. « Puis-je vous parler un moment ?» Le vieil homme la regarda avec cette même expression étrange, mélange d'étonnement et de tristesse. « Bien sûr, mademoiselle. L'autre jour, vous avez mentionné que je vous rappelais quelqu'un. Pourriez-vous me dire qui ?» François regarda vers la maison, comme craignant d'être entendu. « Je ne devrais pas parler de cela, mademoiselle. Monsieur Alexandre, s'il vous plaît. » insista Valentine. « C'est important pour moi. » Le vieil homme hésita quelques secondes de plus avant de soupirer, résigné. « Une jeune femme qui a travaillé ici, dans cette même maison, il y a presque 30 ans. Élise, elle s'appelait Élise Moreau. » Le monde sembla s'arrêter autour de Valentine. « Élise Moreau, vous êtes sûre ?»« Aussi sûre que nous sommes ici, » acquiesça le vieil homme. « Elle était serveuse dans l'hôtel que les Montiers avaient à Nice. Monsieur Richard, paix à son âme, l'a amenée ici quand il a appris qu'elle était... » Il s'arrêta brusquement comme se rendant compte qu'il en avait trop dit. « Quand il a appris quoi ?» insista Valentine, son cœur battant fort. « Je ne devrais pas vous raconter cela, » murmura François, visiblement nerveux. « S'il vous plaît, mademoiselle, oubliez ce que j'ai dit. Je ne veux pas de problème. » Avant que Valentine ne puisse insister, le bruit d'une voiture qui s'approchait annonça le retour d'Alexandre. François profita de la distraction pour s'éloigner rapidement, la laissant avec plus de questions que de réponses. Élise Moreau, sa mère. Elle avait travaillé pour la famille Montier, ici même, dans ce mât. Pourquoi ne lui avait-elle jamais dit? Et quelle relation avait-elle eue avec Richard Montier pour qu'il l'amène depuis Nice? Les pièces commençaient à s'emboîter, formant une image qui à la fois la terrifiait et la fascinait. Ce soir-là, pendant le dîner, Valentine fut inhabituellement silencieuse. Alexandre l'observait avec inquiétude, conscient du changement dans son attitude. « Tout va bien ?» demanda-t-il finalement. « Vous avez été distante toute la soirée. » Valentine le regarda directement, décidant qu'il était temps de confronter la situation. « J'ai parlé avec François aujourd'hui. » La tension immédiate sur le visage d'Alexandre fut toute la confirmation dont elle avait besoin. « Il vous a parlé d'Élise Moreau, dit-il,
non comme une question, mais comme une affirmation résignée. « Ma mère », répondit Valentine, observant attentivement sa réaction. « Elle ne m'a jamais dit qu'elle avait travaillé pour votre famille. » Alexandre se leva et marcha vers la fontaine, lui tournant le dos. Quand il parla finalement, sa voix semblait différente, presque vulnérable. « Je ne savais pas que c'était votre mère jusqu'à ce que je voie votre candidature. Le nom de famille, votre âge, tout correspondait. C'est pour cela que je vous ai engagée, Valentine. J'avais besoin de confirmer mes soupçons. » Quels soupçons? Sa voix était à peine un murmure. Alexandre se retourna pour la regarder, ses yeux bleus inhabituellement brillants dans la pénombre. « Mon père a eu une relation avec Élise Moreau en 1995. Quand elle est tombée enceinte, il l'a amenée ici, dans ce mas, pour la cacher de ma mère et du reste du monde. » Le sol semblait vaciller sous les pieds de Valentine. « Vous êtes en train de dire qu'il existe une possibilité que vous et moi soyons demi-frères et sœurs, » acheva Alexandre, « enfants du même père. » La révélation tomba comme un éclair entre eux. Valentine se leva brusquement, ayant besoin d'espace, d'air, de distance, face à cette vérité qui bouleversait tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même. « Ma mère n'a jamais parlé de mon père, » dit-elle finalement, sa voix tremblante. « Elle a juste dit qu'il nous avait abandonnés avant ma naissance. Elle n'a jamais mentionné de nom, ni qu'elle avait travaillé pour les Montier. Rien. Probablement pour vous protéger, » suggéra Alexandre, s'approchant avec précaution. « Mon père n'était pas un homme facile, et ce qu'il a fait, abandonner une femme enceinte, refuser de reconnaître sa propre fille, ce n'est pas quelque chose dont on peut être fier. Comment pouvez-vous être si sûr que je suis la fille de votre père, juste à cause du nom de famille de ma mère et de la coïncidence des dates? » Alexandre hésita un moment avant de répondre. « J'ai plus de preuves. Dans son bureau, j'ai trouvé une photo d'Élise avec une note de mon père et un document, une sorte d'accord de confidentialité, avec sa signature. Il lui a versé une somme considérable pour qu'elle disparaisse de sa vie et ne parle jamais de ce qui s'était passé. » La rage envahit Valentine, une fureur qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Et vous comptiez me le dire quand? Après m'avoir utilisé pour votre projet? Ou aviez-vous simplement l'intention de me garder dans l'ignorance, m'observant comme un spécimen sous le microscope? »« Je prévoyais de vous le dire quand je serais complètement sûr, » répondit-il, tendant une main vers elle que Valentine repoussa d'un geste brusque. « J'ai demandé des tests ADN discrets. Les résultats arriveront dans quelques jours. »« Des tests ADN sans mon consentement ?» L'indignation se mêlait à l'incrédulité. « De quel droit? J'avais besoin de connaître la vérité, Valentine. » Pour nous deux. Pour nous deux, un rire amer s'échappa de ses lèvres. « Cela n'a rien à voir avec moi, n'est-ce pas? C'est votre vengeance contre votre père, votre façon de prouver qu'il était le monstre que vous avez toujours cru qu'il était. » L'expression blessée sur le visage d'Alexandre faillit la faire regretter ses paroles, mais elle était trop blessée, trop confuse pour se rétracter. « Je vais appeler ma mère, » dit-elle finalement. « J'ai besoin d'entendre sa version avant de croire un mot de plus de ce que vous dites. » Sans attendre de réponse, Valentine se dirigea vers sa chambre, fermant la porte derrière elle avec plus de force que nécessaire. D'une main tremblante, elle composa le numéro d'Élise. « Maman, nous devons parler. Maintenant. » La conversation avec sa mère fut dévastatrice. Entre larmes et silence chargés de honte, Élise confirma ce qu'Alexandre avait dit. Oui, elle avait travaillé pour les Montier à Nice. Oui, elle avait eu une relation avec Richard Montier. Et oui, quand elle était tombée enceinte, il l'avait cachée dans le mas de Provence jusqu'à ce qu'elle accouche. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» demanda Valentine, sa voix à peine audible à travers les larmes. « Parce que j'avais honte, ma chérie, » répondit Élise d'une voix brisée. « Tomber amoureuse d'un homme marié, croire à ses promesses. Et quand tu es née, quand je t'ai vu pour la première fois, j'ai su que je devais te protéger. Richard voulait que je te donne à l'adoption, que j'efface toute trace de son erreur. J'ai refusé. J'ai accepté son argent, signé ses papiers, mais je t'ai gardé avec moi. Tu étais à moi, pas à lui. Et je n'ai jamais voulu que tu portes le poids d'être la fille non reconnue de Richard Montier. » Quand elle raccrocha finalement, Valentine se sentait physiquement et émotionnellement épuisée. Tout ce en quoi elle croyait, toute son histoire personnelle, avait été un mensonge élaboré, ou du moins une version très éditée de la vérité. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Elle savait qui c'était avant d'ouvrir. « Puis-je entrer ?» demanda Alexandre, sa confiance habituelle remplacée par une prudence inhabituelle. Valentine acquiesça en silence, trop épuisée pour le repousser. Ils s'assirent sur le petit canapé près de la fenêtre, contemplant la nuit étoilée de Provence. « J'ai parlé à ma mère, » dit finalement Valentine. « Elle a confirmé votre histoire. Je suis désolé, » répondit-il, et il semblait sincère. « Je sais que c'est un coup dur. Pourquoi ne pas me l'avoir dit dès le début? Pourquoi toute cette mise en scène de m'engager, de m'amener ici ?» Alexandre garda le silence un moment, comme organisant ses pensées. « Au début, je voulais simplement confirmer, voir si vous étiez vraiment la fille de mon père. Puis, quand je vous ai rencontré, quand j'ai vu votre talent, votre force, j'ai voulu vous connaître en tant que personne, pas seulement comme un secret de famille. Et ensuite... »« Ensuite quoi ?» insista-t-elle quand il s'arrêta. Alexandre la regarda avec une intensité qui fit accélérer son cœur malgré tout. « Ensuite, j'ai commencé à ressentir des choses que je ne devrais pas ressentir,
pour quelqu'un qui pourrait être ma sœur. L'aveu flotta entre eux, chargé d'implications dangereuses, car Valentine, malgré le choc et la colère, ne pouvait nier qu'elle aussi avait commencé à ressentir quelque chose pour lui, quelque chose qui devenait maintenant impossible, interdit. « J'ai les résultats de l'ADN, dit-elle finalement, brisant le silence tendu. « Quand arriveront-ils? »« Dans 2 jours, répondit Alexandre. « D'ici là, peut-être devrions-nous garder nos distances ?» compléta-t-elle avec un sourire triste. « Oui, je crois que ce serait préférable. » Mais tous deux savaient, alors qu'ils se regardaient, sous la lumière argentée de la lune provençale, que garder leur distance serait aussi difficile que contenir la marée à main nue. Les 2 jours suivants furent une torture de silence gêné et de regards évités. Valentine se plongea dans son travail, produisant certaines de ses meilleures pièces, poussée par le tourbillon émotionnel qu'elle ressentait. Alexandre, quant à lui, passait la plupart du temps en appel d'affaires ou chevauchant seul dans les collines voisines. Le soir, il dînait aux extrémités opposées de la longue table à manger, échangeant à peine les mots nécessaires. La tension entre eux était palpable, un mélange explosif d'attraction et de culpabilité, de désir et de peur. Ce fut dans l'après-midi du 2e jour que Julien Vega, l'avocat et ami proche d'Alexandre, arriva au mât avec une enveloppe scellée. Valentine observa depuis la fenêtre de sa chambre les 2 hommes qui conversaient sérieusement dans le jardin, l'enveloppe entre eux comme une bombe sur le point d'exploser. Son cœur battait fort, tandis qu'elle attendait. Que révéleraient ces résultats? Confirmerait-il qu'elle était la fille illégitime de Richard Montier, demi-sœur de l'homme pour lequel elle ressentait une attraction indéniable? Ou démentirait-il toute l'histoire, la libérant elle et Alexandre de ce lien invisible qui les unissait et les séparait en même temps? Le coup à sa porte arriva au crépuscule. Alexandre entra avec une expression indéchiffrable, l'enveloppe déjà ouverte dans ses mains. Il s'assit face à elle en silence, étudiant son visage comme s'il voulait mémoriser chaque détail. « Alors ?» demanda finalement Valentine, incapable de supporter plus longtemps l'incertitude. Au lieu de répondre, Alexandre lui tendit les résultats. Valentine les lut rapidement, son esprit traitant les termes techniques jusqu'à arriver à la conclusion finale. « Il n'y a pas de correspondance génétique, murmura-t-elle, levant les yeux vers lui. « Nous ne sommes pas frères et sœurs. »« Non. » confirma Alexandre, sa voix étrangement calme. « Nous ne partageons pas d'ADN paternel, ce qui signifie que je ne suis pas la fille de Richard Montier, » compléta-t-elle, un étrange mélange de soulagement et de confusion l'envahissant. « Mais alors, qui est mon père ?» Alexandre se leva et s'approcha de la fenêtre, contemplant le crépuscule provençal. « Il y a plusieurs possibilités. Peut-être que mon père n'était pas le seul homme dans la vie de votre mère à cette époque. Ou peut-être quoi ?» insista Valentine quand il s'arrêta. Quand Alexandre se retourna pour la regarder, il y avait une expression étrange sur son visage, un mélange de culpabilité et de détermination. Ou peut-être que les résultats ne sont pas tout à fait précis. Les tests ADN ont une marge d'erreur, surtout quand ils sont faits avec des échantillons, obtenus discrètement. Valentine se leva brusquement. « Vous êtes en train de dire que ces résultats pourraient être erronés, que nous pourrions être frères et sœurs après tout. C'est une possibilité, oui, admit-il, s'approchant d'un pas vers elle. Mais il y a un moyen d'en être complètement sûr. Un test officiel avec des échantillons adéquats de nous deux. La tension entre eux était presque électrique maintenant. Un champ de force invisible qui semblait les rapprocher et les séparer en même temps. « Et qu'est-ce qui se passerait si nous confirmions que nous ne sommes pas frères et sœurs ?» demanda Valentine, sa voix à peine un murmure. « Qu'est-ce que cela changerait entre nous ?» Alexandre fit un autre pas vers elle, si proche maintenant qu'elle pouvait voir les paillettes dorées dans ses yeux bleus, sentir la chaleur qui émanait de son corps. « Tout, répondit-il d'une voix grave, cela changerait tout. » Le moment s'étira entre eux chargé de possibilités, de désirs non exprimés, de peurs et d'espoirs entrelacés. Mais avant que l'un d'eux ne puisse faire le pas final, le son d'un téléphone brisa le sortilège. C'était celui d'Alexandre. Avec une malédiction silencieuse, il sortit l'appareil de sa poche et regarda l'écran. Son expression changea immédiatement. « Je dois répondre, » dit-il avec une frustration évidente. « C'est le conseil d'administration. Une urgence. » Valentine acquiesça, peut-être secrètement soulagée par l'interruption. Quand Alexandre quitta la pièce, elle se laissa tomber sur le lit, son esprit tourbillonnant d'émotions contradictoires. Que faisait-elle? Il y a quelques jours à peine, elle avait découvert que toute sa vie avait été construite sur un mensonge, que sa mère lui avait caché l'identité de son père pendant 28 ans, qu'elle était peut-être la fille illégitime de l'un des hommes d'affaires les plus puissants de France. Et maintenant, au lieu de traiter tout cela, elle était sur le point de se jeter dans les bras du fils de cet homme, un homme qui, malgré ce que disaient les résultats initiaux, pourrait encore être son demi-frère. La situation était absurde, dangereuse, potentiellement dévastatrice. Et pourtant, quand elle fermait les yeux, tout ce qu'elle pouvait voir était ses yeux bleus la regardant avec une intensité qui lui coupait le souffle. Ce soir-là, pour la première fois depuis son arrivée en Provence, Valentine ne descendit pas dîner. Elle avait besoin d'espace, de temps pour réfléchir. Elle resta dans sa chambre,
dessinant furieusement dans son carnet de croquis, essayant de canaliser ses émotions à travers l'art. Le lendemain matin, quand elle se décida enfin à sortir, elle trouva le mât inhabituellement silencieux. François l'informa qu'Alexandre était parti tôt pour Paris, appelé par une crise dans l'entreprise. « Monsieur a dit qu'il reviendrait dans 2 jours, mademoiselle », ajouta le majordome. « Et il a laissé ceci pour vous. » Il lui remit une enveloppe scellée. À l'intérieur, Valentine trouva une brève note écrite de l'élégante calligraphie d'Alexandre. « Valentine, je regrette de devoir partir ainsi, sans vous dire au revoir. Des affaires urgentes requièrent ma présence dans la capitale. Je vous laisse libre de continuer le projet comme bon vous semble, ou si vous préférez, de retourner à Paris. Je comprendrai n'importe quelle décision que vous prendrez. À propos de notre conversation inachevée, j'ai commandé un test ADN officiel. Les résultats seront prêts à mon retour. Quelle que soit la vérité, je crois que nous méritons tous deux de la connaître avec certitude. En attendant, essayez de ne pas trop me détester pour avoir fait irruption dans votre vie de cette manière. Alexandre. Valentine relut la note plusieurs fois, essayant de déchiffrer le ton, les intentions derrière les mots formels. Lui donnait-il vraiment l'option de partir, d'abandonner le projet et tout ce qu'ils avaient été construit jusqu'à présent? Cette idée lui provoqua une douleur inattendue. Malgré tout, malgré les mensonges et les manipulations, elle ne voulait pas partir. Elle ne voulait pas quitter la Provence. Elle ne voulait pas abandonner le projet. Elle ne voulait pas le quitter, lui. Avec cette certitude résonnant en elle, Valentine prit une décision. Elle utiliserait ces 2 jours pour se plonger complètement dans son travail, pour faire avancer le projet autant que possible, et aussi pour faire quelque chose qu'elle aurait dû faire depuis le début, enquêter par elle-même, chercher des réponses au-delà de ce qu'Alexandre ou sa mère lui avaient raconté. Elle commencerait par parler à nouveau avec François. Elle trouva le vieux majordome dans le verger, cueillant des citrons pour la cuisine. En la voyant approcher, quelque chose dans son expression changea, comme s'il savait exactement pourquoi elle venait. « François », commença Valentine, décidant d'aller droit au but. « J'ai besoin que vous me racontiez tout ce que vous savez sur ma mère et Richard Montier. » Le vieil homme soupira profondément. « Je savais que vous viendriez me poser ces questions, mademoiselle. Depuis que je vous ai vue pour la première fois, si ressemblante à madame Élise, j'ai su que ce jour viendrait. » Ils s'assirent sur un banc de pierre à l'ombre d'un abricotier. François garda le silence un moment, comme organisant ses souvenirs, avant de commencer à parler. « Votre mère est arrivée ici en hiver 1995. Elle était enceinte d'environ 6 mois. Monsieur Richard l'a installée dans la chambre que vous occupez maintenant et a donné des ordres stricts pour que personne ne sache qu'elle était ici. Et sa femme, la mère d'Alexandre, une ombre traversa le visage ridé de François. Madame Constance était déjà décédée à cette époque. Cancer. Le jeune Alexandre avait à peine 8 ans. Valentine acquiesça, se rappelant ce qu'Alexandre lui avait dit sur la mort précoce de sa mère. Comment était la relation entre ma mère et Richard Montier? Était-il vraiment amoureux? François détourna son regard vers les collines lointaines. L'amour est compliqué, mademoiselle. Madame Élise était jeune, belle, pleine de rêves. Monsieur Richard était un homme puissant, habitué à obtenir ce qu'il désirait. Mais oui, je crois qu'à leur manière, ils s'aimaient. Je les voyais se promener dans les jardins, parler pendant des heures dans l'après-midi. Il lui apportait des cadeaux chaque fois qu'il revenait de ses voyages. Alors pourquoi l'a-t-il abandonné? Pourquoi nous a-t-il abandonnés toutes les deux? Monsieur Richard était un homme d'affaires avant tout, répondit François avec tristesse. Quand le conseil d'administration a appris la grossesse, ils lui ont donné un ultimatum. Soit il mettait fin à la relation et se débarrassait du problème, soit il perdait le contrôle de l'entreprise qu'il avait construite. Et il a choisi l'entreprise, conclut Valentine, un goût amer dans la bouche. Oui et non, répondit le vieil homme, la surprenant. Il a choisi son fils, le jeune Alexandre. S'il perdait l'entreprise, il perdait aussi l'héritage de l'enfant, tout ce qu'il avait construit pour lui. Du moins, c'est ce qu'il se disait à lui-même pour justifier sa décision. Valentine garda le silence, essayant d'imaginer Richard Montier, l'homme qui aurait pu être son père, confronté à ce terrible choix. Aurait-elle fait la même chose à sa place? Aurait-elle sacrifié un amour et un enfant à naître pour en protéger un autre? Et que s'est-il passé ensuite, quand je suis né? Une nuit d'orage, ici même, dans ce mas, répondit François, avec un sourire nostalgique. Nous ne pouvions pas l'emmener à l'hôpital, les routes étaient inondées. C'est ma femme, paix à son âme, qui l'a aidé à accoucher, une petite fille parfaite, avec des yeux verts comme des émeraudes. Madame Élise vous a appelé Valentine, comme sa grand-mère. Et Richard était-il ici? Le sourire disparut du visage du vieil homme. Non, il était à Tokyo, concluant une affaire importante. Quand il est revenu une semaine plus tard, il avait déjà pris sa décision. Il a offert à Madame Élise une somme considérable en échange de son silence. Il voulait qu'elle vous donne à l'adoption, qu'elle disparaisse complètement de sa vie. Mais elle a refusé, dit Valentine, fière de sa mère malgré tout. Elle a refusé de donner l'enfant, oui. Elle a pris l'argent, signé les documents de confidentialité et promis de ne jamais révéler l'identité du père. 2 jours plus tard, elle est partie avec vous dans les bras. Elle n'a jamais remis les pieds dans ce mas. Pour autant que je sache. Un silence pensif tomba entre eux. Valentine traitait toutes ces nouvelles informations,
ces pièces du puzzle de son origine qui commençaient enfin à s'emboîter. « Il y a autre chose que vous devriez savoir, mademoiselle », ajouta François après un moment. « Quelque chose qui explique peut-être pourquoi le jeune Alexandre est si obsédé par la découverte de la vérité. » Valentine le regarda avec expectative. « Monsieur Richard a changé après le départ de votre mère. Il est devenu plus dur, plus froid. Il s'est plongé dans le travail, a étendu l'empire Montier à des niveaux sans précédent. Mais chaque année, à l'anniversaire de son départ, il venait seul dans ce mât et s'enfermait dans le bureau pendant des jours, buvant et regardant de vieilles photographies. Et Alexandre le savait? Pas exactement, mais les enfants perçoivent plus que nous ne le croyons. Le jeune Alexandre a grandi en voyant son père se transformer en quelqu'un de différent, distant. Toute sa vie, il a essayé de comprendre ce qui s'était passé, quel secret portait Richard Montier qui l'avait si profondément changé. Et maintenant, il croit que je suis ce secret, murmura Valentine, plus pour elle-même que pour François. Vous en faites partie, oui, acquiesça le vieil homme. Mais il y a plus, beaucoup plus, des secrets que seul M. Richard connaissait et qu'il a emportés dans la tombe. Avec ces paroles énigmatiques, François se leva, mettant fin à la conversation. Valentine resta seule avec ses pensées, avec cette nouvelle version de son histoire qui était à la fois plus complexe et plus humaine qu'elle ne l'avait imaginée. Ce soir-là, tandis qu'elle contemplait les étoiles depuis son balcon, Valentine prit une décision. Quand Alexandre reviendrait, quand ils auraient les résultats définitifs de l'ADN, ils affronteraient ensemble la vérité, quelle qu'elle soit. Car au-delà de la possible connexion sanguine, au-delà du projet professionnel qui les avait unis, il existait entre eux quelque chose d'indéniable, quelque chose que ni les secrets du passé, ni les complications du présent ne pouvaient effacer. Quelque chose qui, contre toute logique et tout bon sens, ressemblait dangereusement à l'amour. Les 2 jours suivants passèrent dans un flou de créativité et de révélation. Valentine, inspirée par tout ce qu'elle avait découvert, canalisa ses émotions dans le projet, créant certaines de ses meilleures pièces. L'identité visuelle de l'hôtel prenait forme, un équilibre parfait entre la riche tradition provençale et une modernité élégante et respectueuse. Elle profita également pour explorer le mas plus en profondeur, découvrant des recoins qui semblaient contenir des échos du passé. Dans le bureau où Richard Montier s'enfermait avec ses souvenirs, elle trouva une boîte en bois sculptée, cachée derrière des livres. À l'intérieur, des lettres de sa mère, des photographies des 2 ensemble dans divers endroits, de petits souvenirs d'un amour qui, malgré sa fin tragique, semblait avoir été authentique. Parmi les documents, elle trouva quelque chose qui lui coupa le souffle. Un test ADN réalisé peu après sa naissance. Un test qui, étonnamment, montrait que Richard Montier n'était pas son père biologique. La révélation la frappa comme une vague froide. Si Richard n'était pas son père, qui l'était? Pourquoi sa mère lui avait-elle permis de croire cette histoire? Et pourquoi Richard avait-il agi comme s'il était sa fille, la cachant, essayant de se débarrasser du problème, payant pour son silence? Rien n'avait de sens. Ou peut-être, pensa-t-elle avec un frisson, cela avait trop de sens. Quand elle entendit enfin la voiture d'Alexandre s'approcher par le chemin de gravier, la nuit était déjà tombée. Valentine attendait sur la terrasse les résultats du test ADN qu'elle avait trouvé posé sur la table, à côté d'une bouteille de rosé et 2 verres. En la voyant là, illuminée par la douce lumière des lampes, Alexandre s'arrêta. Il y avait dans son expression un mélange de fatigue et de soulagement, comme s'il avait craint qu'elle ne soit partie pendant son absence. « Vous avez trouvé quelque chose ?» dit-il, remarquant les documents sur la table. Ce n'était pas une question. « Oui, » répondit simplement Valentine, « et je crois que vous aussi. » Alexandre acquiesça, plaçant sa propre enveloppe à côté de la sienne. Ils se servirent du vin en silence, comme se préparant à ce qui allait suivre. « Les tests officiels confirment ce que nous savions déjà, » dit-il finalement, indiquant son enveloppe. « Nous ne partageons pas d'ADN paternel. Nous ne sommes pas frères et sœurs. » Et ceci, Valentine poussa vers lui les documents qu'elle avait trouvés, confirme que Richard Montier n'était pas mon père. Un test réalisé juste après ma naissance, qu'il a lui-même commandé. Alexandre examina les papiers avec une expression concentrée. Cela explique beaucoup de choses, mais cela soulève aussi plus de questions. Si mon père savait que vous n'étiez pas sa fille biologique, pourquoi tout ce secret? Pourquoi payer pour le silence de votre mère? Parce qu'il protégeait quelqu'un d'autre, répondit Valentine, une théorie se formant dans son esprit. Quelqu'un dont la réputation, dont l'avenir dépendait de ce que cette vérité ne soit jamais révélée. Leurs regards se croisèrent, une compréhension silencieuse passant entre eux. Vous suggérez que... Alexandre laissa la question en suspens, comme s'il craignait de la compléter. Que votre mère, Constance, n'est pas morte d'un cancer comme on vous l'a dit, confirma Valentine. François m'a raconté qu'elle est décédée quand vous aviez 8 ans. En 1995, la même année où ma mère est tombée enceinte. Alexandre se leva brusquement,
comme frappé par un courant électrique. C'est impossible. Mon père m'a emmené à ses funérailles. J'ai vu son cercueil descendre dans la terre. Et si c'était un mensonge élaboré? Et si le cancer n'était qu'une histoire pour expliquer sa disparition soudaine? Pourquoi ferait-il une chose pareille? Cela n'a aucun sens. Valentine sortit une dernière photographie qu'elle avait trouvée, cachée entre les pages d'un vieux livre de comptabilité. Elle montrait une belle femme aux cheveux noirs et aux yeux bleus perçants, extraordinairement semblables à ceux d'Alexandre. La date au dos indiquait mai 1996, des mois après sa supposée mort. « Je crois que votre mère n'est pas morte, » dit doucement Valentine. « Je crois qu'elle a découvert la liaison de votre père avec la mienne, et peut-être même que ma mère était enceinte. Et au lieu d'affronter le scandale, le divorce, l'humiliation publique, elle a décidé de disparaître, commencer une nouvelle vie loin d'ici. » Alexandre prit la photographie d'une main tremblante. « Si c'est vrai, toute ma vie a été un mensonge. »« Pas toute, » répondit Valentine, s'approchant de lui. « Votre amour pour votre père, votre dévouement à l'entreprise, vos réussites, tout cela est réel. Mais il y a des parties de votre histoire, comme de la mienne, qui ont été cachées, déformées. » Ils se regardèrent en silence, tous deux assimilant les implications de ce qu'ils venaient de découvrir. Il n'y avait plus de barrières entre eux, plus de secrets familiaux qui les séparaient, seulement la vérité, crue et complexe, comme l'est souvent la réalité. « Que faisons-nous maintenant » demanda Alexandre, sa voix inhabituellement vulnérable. Valentine prit sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Je crois que nous devrions commencer par être honnêtes, complètement honnêtes, avec nous-mêmes et l'un envers l'autre. »« Honnêteté » répéta-t-il, comme savourant le mot. « D'accord. Alors, honnêtement, Valentine Moreau, je crois que je tombe amoureux de vous. Probablement depuis le moment où je vous ai vu affronter l'humiliation la tête haute dans ce restaurant. » Le cœur de Valentine fit un bond. Malgré tout ce qu'ils avaient découvert, malgré les mensonges et les secrets qui avaient marqué leur vie, cette simple vérité brillait comme une étoile dans l'obscurité. « Et moi, honnêtement, je crois que je tombe aussi amoureuse de vous, » répondit-elle, sa voix à peine un murmure, aussi absurde et compliqué que cela puisse paraître. Quand leurs lèvres se rencontrèrent enfin, ce fut comme si toutes les pièces éparpillées de leur vie trouvaient enfin leur place. Comme si l'univers, après les avoir séparés par tant de mensonges et demi-vérités, les réunissait finalement avec la plus puissante des vérités, l'amour qu'ils avaient trouvé l'un dans l'autre. La lumière de l'aube filtrait à travers les rideaux, dessinant des motifs dorés sur la peau nue de Valentine. Alexandre l'observait dormir, émerveillé par la façon dont la vie pouvait changer si radicalement en quelques semaines. 15 jours s'étaient écoulés depuis leur premier baiser sur la terrasse, 15 jours de découverte tant professionnelle que personnelle. Le projet de l'hôtel avançait à grands pas. Les plans architecturaux étaient approuvés. L'identité visuelle que Valentine avait créée avait été reçue avec enthousiasme par toute l'équipe et les premières pierres avaient déjà été posées sur le terrain. Mais plus importante encore, leur relation avait fleuri en quelque chose qu'aucun des deux n'avait expérimenté auparavant. Une connexion qui allait au-delà de l'attraction physique, bien que cette partie soit indéniablement puissante. C'était comme si leurs âmes, marquées par des blessures similaires, par des absences et des mensonges, trouvaient dans l'autre à la fois un miroir et un baume. Tout n'était pas parfait, bien sûr. L'ombre des secrets familiaux planait encore sur eux. Ils avaient décidé de ne pas rendre publique leur relation pour l'instant, conscients des complications que cela pourrait causer si la presse l'apprenait. L'histoire d'Élise Moreau et Richard Montier, bien qu'elle n'impliquât pas une relation incestueuse comme ils l'avaient craint, restait un scandale potentiel qui pourrait nuire à la réputation du groupe hôtelier Montier. Et puis il y avait la question de Constance, la mère d'Alexandre. Si elle était vraiment en vie, comme le suggérait la photographie, où était-elle? Pourquoi n'avait-elle jamais essayé de contacter son fils? Richard savait-il qu'elle était vivante quand il a orchestré ses fausses funérailles? Ces questions occupaient l'esprit d'Alexandre, tandis qu'il observait le profil serein de Valentine sous la lumière de l'aube. Elle avait changé quelque chose de fondamental en lui, avait abattu des murs dont il ignorait même l'existence. Pour la première fois de sa vie adulte, il se permettait d'être vulnérable, de montrer ses doutes et ses peurs sans sentir qu'il trahissait la mémoire de son père. Valentine ouvrit lentement les yeux, rencontrant immédiatement son regard. Un sourire paresseux se dessina sur ses lèvres. « Bonjour » murmura-t-elle, sa voix encore rauque de sommeil. « Depuis combien de temps me regardes-tu ?»« Assez longtemps pour savoir que tu parles dans ton sommeil, » répondit-il, se penchant pour l'embrasser doucement. « Vraiment? Et que dis-je ?»« Mon nom principalement, » sourit Alexandre, « et quelque chose à propos de nuancier et de typographie que je n'ai pas tout à fait compris. » Valentine rit, un son qui était devenu la musique préférée d'Alexandre. Elle se redressa, couvrant sa nudité avec le drap, bien qu'il n'y ait plus de secret entre leurs corps. « Nous devons parler de quelque chose, » dit-elle, son expression devenant sérieuse. « J'ai reçu un appel de ma mère hier, pendant que tu étais en réunion avec les entrepreneurs. » Le sourire d'Alexandre s'évanouit. « Est-ce qu'elle va bien ? » « Oui, physiquement, elle va bien, mais elle est inquiète,
Quelqu'un a posé des questions sur elle dans le quartier, un homme qui se dit détective privé. Alexandre fronça les sourcils. Ce n'est personne que j'ai engagé. Depuis que nous avons confirmé que nous ne sommes pas frères et sœurs, j'ai arrêté toutes les enquêtes. Je sais, acquiesça Valentine. Et c'est ce qui m'inquiète. Si ce n'est pas toi, qui d'autre s'intéresserait à ma mère après tant d'années? La question flotta entre eux, chargée d'implications troublantes. Alexandre se leva, commençant à s'habiller avec des mouvements efficaces. « Je vais passer quelques coups de fil, dit-il. J'ai des contacts qui peuvent nous aider à identifier ce détective. En attendant, je pense que nous devrions faire venir ta mère ici, où nous pourrons nous assurer qu'elle est protégée. » Valentine le regarda avec un mélange de gratitude et d'inquiétude. « Tu crois qu'elle est en danger? »« Probablement pas, » répondit-il, essayant de paraître plus sûr qu'il ne l'était. « Mais je préfère être prudent. De plus, il est temps que je rencontre la femme qui a volé mon cœur, tu ne crois pas ?» Le sourire revint sur le visage de Valentine, bien que pas totalement dépourvu d'inquiétude. « Ma mère peut être intense, et considérant l'histoire avec ton père, nous avons tous un passé, Valentine. L'important, c'est notre présent et notre avenir. » Cet après-midi-là, alors que Valentine travaillait sur les derniers détails du logo de l'hôtel, Alexandre reçut l'appel qui l'attendait. « Vous l'avez identifié ?» demanda-t-il sans préambule. « Oui, monsieur Montier, » répondit la voix professionnelle de son chef de sécurité. Son nom est Marc Laurent. Il travaille pour une agence privée à Saint-Germain. Et voici où ça devient intéressant. Celui qui l'a engagé est Édouard Sanchez. Alexandre sentit son sang se glacer dans ses veines. Édouard Sanchez, le membre le plus ancien du conseil d'administration, l'ami le plus proche de son père, l'homme qui s'était opposé le plus férocement à ses nouvelles idées pour l'entreprise. Vous êtes sûr? Complètement. Nous avons les virements bancaires et tout. Il semble qu'il enquête sur mademoiselle Moreau et sa mère depuis que vous avez annoncé le projet de Provence. Merci. Tenez-moi informé si vous découvrez autre chose. En raccrochant, Alexandre resta immobile, traitant cette nouvelle information. Pourquoi Édouard enquêterait-il sur Valentine? Que savait-il ou que soupçonnait-il qui l'avait conduit à prendre cette initiative? Il n'y avait qu'une façon de le découvrir. Il devrait confronter directement Édouard. Mais d'abord, il devait s'assurer que Valentine et sa mère étaient protégées. Je vais continuer la traduction française depuis où je me suis arrêté. 3 jours plus tard, Élise Moreau arrivait au mât. Valentine l'attendait nerveusement à l'entrée avec Alexandre à ses côtés. Quand la voiture s'arrêta et que la femme en descendit, la ressemblance entre mère et fille était frappante. Les mêmes yeux verts, la même élégance naturelle, bien que chez Élise, elle fut marquée par les années et l'effort d'une vie pas toujours facile. « Maman !» salua Valentine, l'embrassant avec force. « Je suis si heureuse que tu sois venue. » Élise rendit l'étreinte avant de diriger son regard vers Alexandre. Il y eut un moment de tension quand leurs yeux se rencontrèrent, comme si elle voyait un fantôme. « Madame Moreau !» salua Alexandre avec respect. « C'est un honneur de vous rencontrer enfin. Le fils de Richard. » répondit-elle, non comme une question, mais comme une confirmation. « Tu lui ressembles beaucoup. »« Qu'est-ce qu'on me dit ?» répondit Alexandre avec un léger sourire, bien que j'espère être un meilleur homme que lui à certains égards. Élise l'étudia un moment de plus, avant que son expression ne s'adoucisse légèrement. « Ma fille semble penser que tu l'es, et je fais confiance à son jugement. » Avec ce simple échange, la tension initiale commença à se dissiper. Pendant le dîner, Élise écouta avec intérêt les détails du projet d'hôtel, posa des questions perspicaces sur le design que sa fille avait créé et partagea même quelques anecdotes de sa propre jeunesse. Ce n'est qu'après, quand Valentine se retira brièvement pour chercher des croquis qu'elle voulait montrer à sa mère, qu'Élise et Alexandre se retrouvèrent seuls pour la première fois. « Alors toi et ma fille, » dit directement Élise, sans détour. « C'est sérieux ?»« Très sérieux, » répondit Alexandre avec la même franchise. « Je l'aime, Madame Moreau, plus que je ne croyais possible d'aimer quelqu'un. » Élise acquiesça lentement. « Tu sais que tu pourrais la détruire, n'est-ce pas? Si ce n'est qu'un jeu pour toi, un caprice passager. »« Ce n'en est pas un, » l'interrompit-il fermement. « Et je comprends votre inquiétude, après ce que vous avez vécu avec mon père. Mais je vous promets que mes intentions sont sincères. Valentine n'est pas un caprice, ni une aventure. C'est la femme avec qui je veux construire une vie. » Les yeux d'Élise, si semblables à ceux de sa fille, l'étudièrent intensément, comme cherchant tout signe de fausseté. Ce qu'elle vit parut la satisfaire, car elle finit par acquiescer. « Je te crois, » dit-elle, sa voix s'adoucissant, « et pour le bien de ma fille, j'espère ne pas me tromper. »« Vous ne vous trompez pas, » assura Alexandre. « Mais il y a autre chose dont nous devons discuter. La raison pour laquelle nous vous avons demandé de venir n'est pas seulement pour que nous fassions connaissance. » Il lui expliqua alors le détective, Édouard Sanchez, les soupçons que quelqu'un déterrait la vieille histoire pour l'utiliser d'une manière ou d'une autre contre eux. Richard a juré que personne d'autre que lui ne connaissait toute la vérité, dit Élise, fronçant les sourcils. Sauf peut-être. Peut-être qui? Insista Alexandre quand elle s'arrêta. Élise hésita, comme si elle décidait de partager un secret gardé pendant de nombreuses années. Constance,
dit-elle finalement. Ta mère, elle a tout découvert. C'est pour ça qu'elle a simulé sa mort, compléta Alexandre, confirmant la théorie qu'ils avaient formulée. Les yeux d'Élise s'élargirent de surprise. Tu le savais? Nous le soupçonnions. Nous avons trouvé une photographie d'elle datée d'après son prétendu décès. Élise soupira profondément. Ce n'était pas exactement comme ça. Constance n'a pas simulé sa mort. Richard l'a fait après qu'elle ait tenté de se suicider en découvrant son infidélité. La révélation tomba sur Alexandre comme la foudre. Elle a tenté de se suicider? Oui, quand elle a découvert notre relation, la grossesse, elle a pris des médicaments. Richard l'a trouvée à temps, l'a emmenée dans une clinique privée en Suisse. Mais le scandale aurait été dévastateur pour l'entreprise, pour la famille. Alors il a orchestré les fausses funérailles, a dit à tout le monde, y compris à toi, qu'elle était morte d'un cancer. Et après? Demanda Alexandre, sa voix à peine audible. Je ne sais pas avec certitude. Richard m'a dit qu'ils avaient décidé que c'était mieux pour tout le monde qu'elle commence une nouvelle vie en Europe, que c'était ce qu'elle voulait elle-même, après s'être rétablie. Alors elle est vivante? Ma mère est vivante quelque part en Europe? L'incrédulité et la colère se mêlaient dans la voix d'Alexandre. Au moins elle l'était la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles. Il y a plus de 20 ans. Valentine revint à ce moment-là, remarquant immédiatement la tension dans l'atmosphère. Que se passe-t-il? À eux deux, ils lui expliquèrent ce qu'Élise venait de révéler. Valentine écouta en silence, prenant la main d'Alexandre en signe de soutien quand elle vit la tempête d'émotion dans ses yeux. Si Édouard Sanchez sait quelque chose de tout cela, dit finalement Alexandre, cela expliquerait pourquoi il est si désespéré d'arrêter le projet de Provence. Il craint qu'en revenant ici, à l'endroit où tout a commencé, nous pourrions découvrir la vérité sur ma mère. Mais pourquoi cela lui importerait-il tant après tant d'années? Demanda Valentine. Parce qu'Édouard n'était pas seulement le meilleur ami de mon père, répondit Alexandre, une soudaine compréhension illuminant son visage. Il y a toujours eu des rumeurs selon lesquelles il était amoureux de ma mère, que c'est pour cela qu'il ne s'est jamais marié, n'a jamais fondé sa propre famille. Et s'il sait où est ta mère maintenant, poursuivit Valentine, suivant le fil de sa pensée, il pourrait la protéger, ou se protéger lui-même, s'il a eu quelque chose à voir avec toute cette tromperie. Élise, qui était restée silencieuse, acquiesça lentement. Richard disait toujours qu'Édouard était le seul homme en qui il avait une confiance totale, qu'il partageait tous leurs secrets. La détermination s'installa dans les yeux d'Alexandre. Je dois parler à Édouard, face à face, et cette fois, je n'accepterai plus de mensonges. Ce soir-là, après s'être assuré qu'Élise était confortablement installée dans l'une des chambres du mas, Valentine trouva Alexandre sur la terrasse, contemplant les montagnes sous la lumière argentée de la lune. Elle s'approcha silencieusement, l'enlaçant par derrière. « Ça va » demanda-t-elle doucement, appuyant sa joue contre son dos. Alexandre couvrit ses mains des siennes, mais ne répondit pas immédiatement. Quand il parla enfin, sa voix était différente, chargée d'une émotion qu'il se permettait rarement de montrer. « Toute ma vie, j'ai honoré la mémoire d'une mère morte, dit-il. J'ai visité sa tombe chaque année. Je lui ai parlé comme si elle pouvait m'entendre. Et tout ce temps, elle était vivante quelque part, choisissant de ne pas faire partie de ma vie. » Valentine le contourna pour lui faire face, prenant son visage entre ses mains. « Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, Alexandre. Nous ne savons pas ce qu'on lui a dit, quelles conditions lui ont été imposées. Avant de la juger, tu dois entendre sa version. Et si elle ne veut pas être retrouvée, si toutes ces années de silence sont son choix conscient, alors tu auras au moins une réponse. » Répondit Valentine, et tu pourras aller de l'avant, en connaissant la vérité, au lieu de vivre avec des fantômes. Alexandre l'attira à lui, l'embrassant avec force. « Qu'ai-je fait pour te mériter » murmura-t-il contre ses cheveux. « Probablement quelque chose de terrible dans une autre vie, » plaisanta-t-elle, essayant d'alléger le moment. « Et c'est ta punition, être coincé avec moi et mon caractère têtu pour toujours. » Le rire rauque d'Alexandre vibra contre son corps, la punition la plus douce que je puisse imaginer. Ils s'embrassèrent sous le ciel étoilé de Provence, trouvant l'un dans l'autre la force dont ils auraient besoin pour affronter ce qui était à venir. Le lendemain matin, Alexandre partit pour Paris afin de confronter Édouard Sanchez. Valentine et Élise restèrent au mas, avec une sécurité renforcée sur les instructions d'Alexandre. « Ton petit ami est intense », commenta Élise, pendant qu'elles déjeunaient ensemble dans le jardin. « Il te déplaît » demanda Valentine, essayant de cacher son inquiétude. Élise réfléchit un moment avant de répondre « Non, pas vraiment. Il est différent de son père. Richard était charmant, mais on sentait toujours qu'il y avait une partie de lui inaccessible, réservée uniquement à lui-même. Alexandre est plus honnête, plus transparent dans ses émotions. Il a traversé beaucoup d'épreuves, défendit Valentine. Son enfance n'a pas été facile, avec un père émotionnellement absent et croyant que sa mère était morte. Je sais, ma chérie, et je suis heureuse qu'il ait trouvé en toi quelqu'un qui peut voir au-delà des barrières qu'il a construites. Élise fit une pause, prenant la main de sa fille. Je veux juste être sûre que tu es heureuse toi aussi, que cette relation est vraiment
ce que tu veux. Le sourire de Valentine fut une réponse suffisante. C'est le cas, maman. Je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça pour personne. C'est comme si toute ma vie j'avais attendu de le trouver, sans même le savoir. Élise acquiesça, reconnaissant dans les paroles de sa fille l'écho de son propre amour de jeunesse. Un amour qui, malgré sa fin tragique, lui avait donné ce qu'il y avait de plus précieux dans sa vie, Valentine. « Alors bats-toi pour ça », dit-elle simplement, « et ne laisse pas les fantômes du passé assombrir ton avenir. » Pendant ce temps, dans l'imposante tour du groupe hôtelier Montier à Paris, Alexandre entrait sans s'annoncer dans le bureau d'Édouard Sanchez. L'homme âgé, aux cheveux complètement blancs, et au visage aristocratique, leva les yeux de ses documents avec surprise. « Alexandre, je ne t'attendais pas aujourd'hui. La réunion du conseil est demain, non ? » « Je ne viens pas pour la réunion, » répondit Alexandre, fermant la porte derrière lui. « Je viens te parler de Marc Laurent. » Édouard montra à peine un léger clignement de reconnaissance, mais ce fut suffisant. « Je ne sais pas de qui tu parles. Le détective privé que tu as engagé pour espionner Valentine Moreau et sa mère. » répondit Alexandre, s'asseyant face au bureau. « Épargne-toi les démentis, Édouard. J'ai les preuves. » Un silence tendu s'installa entre eux. Finalement, Édouard soupira, retirant ses lunettes et massant l'arête de son nez. « Que veux-tu, Alexandre ? La vérité, toute la vérité. Sur ma mère, sur les arrangements que mon père a faits, sur le rôle que tu as joué dans tout ça. » Édouard étudia le visage déterminé du jeune homme devant lui, le fils de son meilleur ami, l'enfant qu'il avait vu grandir de loin. « Ton père m'a fait jurer de ne jamais parler de cela, » dit-il finalement. Sur son lit de mort, il me l'a fait promettre à nouveau. « Mon père n'est plus là, » répondit Alexandre fermement, « et je ne suis plus un enfant qu'on peut protéger avec des mensonges. Je mérite de connaître la vérité sur ma propre famille. Je vais continuer la traduction française depuis où je me suis arrêté. » La résolution dans les yeux d'Édouard céda finalement. « Tu as raison, peut-être est-il temps que tu saches tout. » Il se leva, marcha vers un tableau sur le mur et le retira, révélant un petit coffre-fort. Après avoir entré la combinaison, il en sortit une enveloppe jaunie. « Ton père a laissé ceci pour toi. Il m'a demandé de te le remettre seulement si tu découvrais un jour la vérité sur ta mère. » Les mains légèrement tremblantes, Alexandre prit l'enveloppe. À l'intérieur, il trouva une lettre manuscrite et une photographie. L'image montrait une belle femme aux yeux bleus, remarquablement semblables aux siens, tenant un bébé et souriant à l'appareil. Au dos, une inscription. Constance et Alexandre, Santorin, 1997, 2 ans après sa prétendue mort. La lettre était longue, écrite de l'inconfondible écriture élégante de Richard Montier. Pendant qu'il la lisait, le monde d'Alexandre se transformait une fois de plus, les vérités et mensonges de sa vie se réorganisant en un nouveau schéma qu'il n'aurait jamais imaginé. Sa mère n'avait pas tenté de se suicider comme on l'avait dit à Valentine et à lui. Elle avait découvert l'infidélité de Richard, oui, mais sa réaction avait été différente. Elle avait menacé de l'exposer publiquement, de détruire sa réputation et de lui arracher la garde de son fils. Richard, désespéré de maintenir le contrôle de son empire et de son héritier, avait orchestré un plan macabre avec l'aide d'Édouard. Simuler la mort de Constance par cancer, créer de fausses funérailles et la tenir éloignée avec une généreuse compensation financière et la menace de perdre tout contact avec son fils si jamais elle tentait de revenir. « Ta mère a essayé de lutter au début », expliquait Édouard, tandis qu'Alexandre terminait de lire. Mais Richard était trop puissant. Il avait des juges dans sa poche, des politiciens, des médias. Elle a finalement accepté l'accord avec une condition, que lorsque tu aurais 18 ans, on te dirait la vérité et on te donnerait l'option de la chercher. Mais cela n'est jamais arrivé, dit Alexandre, sa voix à peine contrôlée. J'ai eu 18 ans, 21 ans, 30 ans, et personne ne m'a rien dit. Édouard détourna le regard, la culpabilité évidente sur son visage. Ton père trouvait toujours des raisons de reporter, que tu n'étais pas prêt, que cela affecterait tes études, ton développement dans l'entreprise, et puis il est tombé malade. Et à mesure que sa fin approchait, la peur de ton rejet, de mourir avec ta haine, l'a paralysée. Où est-elle maintenant? La question qu'Alexandre avait attendue toute sa vie sans le savoir. À Santorin. Elle a une petite galerie d'art. Elle vit une vie tranquille. Édouard sortit une carte de son portefeuille et la lui tendit. Voici son adresse actuelle. Je l'ai tenue informée sur toi toutes ces années. Elle connaît tes réussites, la personne que tu es devenu. Alexandre regarda la carte, un morceau de papier qui contenait la possibilité de réponse à des questions qui avaient défini sa vie. Pourquoi enquêter sur Valentine? Qu'a-t-elle à voir avec tout ça? Quand tu as annoncé le projet en Provence, quand tu as mentionné que tu avais engagé une designer nommée Moreau, j'ai eu peur. J'ai pensé que d'une manière ou d'une autre, tu étais sur la piste, que peut-être quelqu'un t'avait parlé d'Élise et de sa fille. Je voulais savoir ce que tu savais, jusqu'où tu étais allé. Et si j'avais découvert la vérité par moi-même, aurais-tu essayé de m'arrêter? Édouard ne répondit pas immédiatement, et son silence fut une réponse suffisante. Ta loyauté a toujours été envers mon père, jamais envers moi, observa Alexandre avec amertume. Ma loyauté était envers la promesse que j'ai faite à mon meilleur ami, corrigea Édouard, mais aussi envers toi, Alexandre. Tout ce que j'ai fait dans l'entreprise depuis sa mort a été pour protéger ton héritage,
ton legs. Un leg construit sur des mensonges, répondit Alexandre, rangeant la lettre et la photographie. Ça s'arrête aujourd'hui. Je vais retrouver ma mère, écouter sa version. Et après, je déciderai quoi faire du groupe hôtelier Montier et de ceux qui ont permis cette farce pendant tant d'années. Il se leva pour partir, mais Édouard l'arrêta avec une dernière question. Et la fille Moreau, quel rôle joue-t-elle dans tout ça? Alexandre s'arrêta à la porte, une nouvelle détermination brillant dans ses yeux. Valentine est la femme que j'aime, Édouard. La femme avec qui je prévois de passer le reste de ma vie. Et contrairement à mon père, je ne vais pas sacrifier l'amour pour un empire de cristal et de mensonges. Sur ces mots, il sortit du bureau, laissant derrière lui l'homme qui avait été le gardien des secrets de sa famille pendant des décennies. Pendant qu'il descendait dans l'ascenseur, il appela Valentine. « Je sais tout », dit-il sans préambule quand elle répondit, « et j'ai besoin de te voir, nous devons parler. Tu vas bien ?» L'inquiétude dans sa voix était évidente même à travers le téléphone. « Je ne sais pas », répondit-il honnêtement, « mais j'irai bien quand je serai avec toi. » Quelques heures plus tard, dans la sécurité du mât, Alexandre partagea avec Valentine et Élise tout ce qu'il avait découvert. Il leur montra la lettre, la photographie, leur expliqua la tromperie élaborée qui avait marqué sa vie depuis l'enfance. « Que vas-tu faire ?» demanda Valentine lorsqu'il termina son récit, tenant sa main dans les siennes. « Je vais aller à Santorin, » répondit Alexandre. « J'ai besoin de la voir, de lui parler, de comprendre. Veux-tu que je vienne avec toi ?» Alexandre la regarda avec une gratitude infinie, plus que tout au monde. « Mais tu as des responsabilités ici. Le projet est dans une phase critique. Le projet peut attendre, » l'interrompit-elle fermement. « Ceci est plus important. Ta fille est aussi têtue que toi, » commenta Alexandre, s'adressant à Élise avec un léger sourire. « Pire, » répondit la femme plus âgée, rendant le sourire. « Moi, au moins, je faisais semblant d'écouter les conseils de temps en temps. » La décision était prise. Il voyagerait à Santorin la semaine suivante, après s'être assuré qu'Élise serait en sécurité et que le projet de l'hôtel serait bien encadré pendant leur absence. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur voyage apporterait des réponses, oui, mais aussi de nouvelles questions, de nouveaux défis qui mettraient leur amour à l'épreuve d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Car à Santorin, entre les Maisons Blanches et la mer Bleue, les attendait non seulement Constance Montier, mais aussi un dernier secret, un que Richard avait emporté dans la tombe et qui changerait à jamais la façon dont Alexandre comprenait sa place dans le monde. Un secret qui, paradoxalement, rapprocherait encore davantage Valentine et Alexandre, scellant leur destin commun avec les filles invisibles que l'univers tisse entre les âmes destinées à se rencontrer. Santorin accueillit Valentine et Alexandre avec un spectacle de bleu et de blanc si intense qu'il semblait irréel. Le petit village d'Oya, avec ses maisons blanchies à la chaux accrochées aux falaises et ses dômes bleus brillant sous le soleil méditerranéen, semblait sorti d'un rêve. La galerie de Constance Montier, ou Constance Néry comme elle se faisait appeler maintenant, était un espace petit mais élégant dans l'une des ruelles pavées qui serpentaient du port jusqu'au sommet de la falaise. « Galerie bleue », disait simplement l'enseigne à l'entrée. Alexandre s'arrêta devant la porte, soudainement paralysé par l'énormité du moment. Valentine, à ses côtés, serra sa main en silence, lui offrant sa force. « Je suis là », murmura-t-elle, « quoi qu'il arrive. » Avec un profond soupir, Alexandre poussa la porte. L'intérieur était frais et lumineux, avec des murs blancs où étaient accrochées des peintures vibrantes de paysages grecs et des portraits expressifs. Une femme leur tournait le dos, ajustant l'éclairage sur un tableau récemment accroché. « Nous fermons dans une demi-heure », dit-elle en anglais légèrement accentué sans se retourner. « Maman », répondit Alexandre en français, sa voix à peine un murmure. La femme se figea. Lentement, comme si elle craignait qu'en se tournant trop vite la vision ne disparaisse, elle se retourna vers eux. Constance Montier, dans sa soixantaine, était toujours belle. Ses cheveux, maintenant argentés, encadraient un visage aux lignes élégantes, que le temps avait adouci sans effacer son caractère. Mais ce furent ses yeux qui captèrent l'attention de Valentine, exactement du même bleu intense que ceux d'Alexandre, maintenant écarquillés d'incrédulité et quelque chose de plus profond, quelque chose qui semblait être un mélange d'espoir et de terreur à parts égales. Alexandre, sa voix trembla en prononçant ce nom qu'elle n'avait probablement pas dit à haute voix depuis des décennies. « Est-ce vraiment toi, Alexandre ?» Sa voix trembla en prononçant ce nom qu'elle n'avait probablement pas dit à haute voix depuis des décennies. « Est-ce vraiment toi ?» Il acquiesça, incapable de former des mots. Constance fit un pas vers eux, puis un autre, comme si elle se déplaçait dans un rêve. Ses mains, légèrement tachées par la peinture, s'élevèrent pour toucher le visage de son fils, s'arrêtant à quelques centimètres de sa peau, craignant de rompre le charme. « Tu as tellement grandi », murmura-t-elle, des larmes se formant dans ses yeux. « Tu ressembles tellement à mon père », compléta Alexandre, avec une pointe d'amertume dans la voix. Constance secoua doucement la tête. « J'allais dire à ton grand-père, le père de Richard. » Il avait ce même regard déterminé, cette même mâchoire forte. Un silence inconfortable tomba entre eux. Tant d'années, tant de mots non dits, tant de questions accumulées. « Elle est Valentine, » dit finalement Alexandre, retrouvant sa voix. «
Ma compagne. Valentine tendit sa main, remarquant comment les yeux de Constance l'évaluaient rapidement. C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Néry. S'il te plaît, appelle-moi Constance, répondit la femme, serrant sa main avec une fermeté surprenante. Puis, se tournant vers la galerie vide, elle ajouta « Nous devrions parler en privé. Mon appartement est au-dessus. » Elle les guida par un escalier étroit jusqu'à un espace lumineux et accueillant. L'appartement était modeste, mais décoré avec un goût exquis, avec des vues impressionnantes sur la mer Égée et les îles environnantes. Des photographies encadrées occupaient un mur entier, et Valentine remarqua que beaucoup d'entre elles étaient d'Alexandre à différentes étapes de sa vie. Diplôme, événements publics, couverture de magazines d'affaires. Édouard me les envoyait, expliqua Constance, remarquant le regard de son fils. Chaque année, pour ton anniversaire, je recevais une enveloppe avec tes photos et des coupures de presse. Pourquoi n'as-tu jamais essayé de me contacter? La question qu'Alexandre avait gardée toute sa vie s'échappa finalement de ses lèvres. Constance soupira profondément, leur indiquant de s'asseoir tandis qu'elle préparait du café dans une petite cuisine ouverte. Au début, je ne pouvais pas, répondit-elle tandis que l'arôme du café grec commençait à remplir l'appartement. L'accord que j'ai signé avec Richard était très clair. Si j'essayais de te contacter de quelque manière que ce soit, il utiliserait son influence pour s'assurer que je ne pourrais jamais m'approcher de toi. Il avait des juges, des politiciens et des médias dans sa poche, Alexandre. On m'aurait déclaré mentalement instable, toxicomane, tout ce qui aurait été nécessaire pour me tenir éloigné. Et après, quand j'ai grandi, quand j'ai eu 18 ans, Richard a promis qu'il te dirait la vérité alors, qu'il te donnerait l'option de me chercher. L'amertume dans sa voix était évidente, tandis qu'elle servait le café dans de petites tasses. Mais les années ont passé, et Édouard me disait que ce n'était pas encore le moment, que ton père craignait ta réaction, que tu étais dans des étapes cruciales de ta vie, ou de ta carrière, alors tu as simplement abandonné. L'incrédulité dans la voix d'Alexandre était palpable. Constance lui tendit une tasse de café, ses mains légèrement tremblantes. Je n'ai pas abandonné. J'ai essayé de retourner en France quand tu avais 20 ans. Je suis arrivé jusqu'à Paris, je t'ai même vu de loin à l'université. Mais Richard l'a découvert. Il a envoyé ses hommes me raccompagner en Grèce, avec un message très clair. Si j'insistais, je perdrais même cette connexion indirecte avec toi à travers Édouard. Mon père ne peut pas avoir été si monstrueux, protesta Alexandre, bien que le doute filtrait dans sa voix. Il n'était pas un monstre, corrigea Constance, s'asseyant face à eux. C'était un homme terrifié de perdre la seule chose qui lui importait vraiment, toi. Dans son esprit tordu, il te protégeait. De moi, de la vérité, du scandale qu'aurait signifié pour l'entreprise que son épouse morte ressuscite soudainement. Valentine observait l'interaction en silence, remarquant les mêmes gestes, les mêmes expressions chez la mère et le fils, lorsqu'ils parlaient avec passion de quelque chose. C'était fascinant et déchirant à la fois. « Et toi ?» demanda finalement Alexandre, s'adressant à elle pour la première fois. « Qu'est-ce qui t'a amené ici? Comment as-tu construit cette vie ?» Un sourire triste apparut sur les lèvres de Constance. « Je suis arrivé à Santorin par hasard. Je voyageais sans but, essayant de me perdre, peut-être même de disparaître complètement. Mais alors j'ai trouvé cet endroit, ces îles où la lumière est différente, où le bleu de la mer te rappelle que le monde est plus grand que ta douleur. » Elle fit une pause, prenant une gorgée de café. « J'ai recommencé à peindre, quelque chose que je n'avais pas fait depuis l'université. J'ai vendu quelques tableaux à des touristes, puis davantage, j'ai finalement économisé assez pour ouvrir la galerie. Et avec le temps, j'ai construit une vie. Pas celle dont j'avais rêvé, mais une vie à moi. N'es-tu jamais retombée amoureuse? N'as-tu jamais formé une nouvelle famille? » La question d'Alexandre était chargée d'une émotion complexe. « Il y a eu quelqu'un, oui, Petros, un pêcheur local. Nous avons été ensemble pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'il décède d'une crise cardiaque il y a 5 ans. » Constance désigna une photographie sur le mur où elle apparaissait souriante, aux côtés d'un homme robuste au visage buriné et bienveillant. « Mais nous n'avons pas eu d'enfant. J'en avais déjà perdu un. Je ne croyais pas pouvoir supporter d'aimer ainsi à nouveau. » Les mots tombèrent lourdement entre eux. Valentine, sentant la tension, décida d'intervenir. « Vos peintures sont magnifiques, » commenta-t-elle, désignant une toile sur le mur où un lever de soleil sur la mer capturait parfaitement la lumière dorée, filtrant entre des nuages violacés. « Vous avez un don pour la couleur. » L'expression de Constance s'adoucit. « Merci, Valentine. L'art a été ma salvation toutes ces années. » « Valentine est aussi artiste, » dit Alexandre, sa voix plus calme maintenant. « Designer graphique. Elle crée l'identité visuelle pour notre nouvel hôtel en Provence. » « La Provence ?» Constance parut surprise. « C'est un lieu chargé d'histoire pour notre famille. »« Je sais, » répondit Alexandre. « C'est pourquoi j'ai choisi d'y construire. Je voulais renouer avec mes racines, mieux comprendre d'où je viens. Et c'est là que nous sommes tombés amoureux, » ajouta Valentine, prenant sa main. Constance les observa avec une attention nouvelle. « Ça se voit dans votre façon de vous regarder. Ça me rappelle... » Elle s'arrêta brusquement. « Toi et mon père ?
demanda Alexandre avec une certaine amertume. « Non, répondit-elle fermement. Ton père ne m'a jamais regardé ainsi. Notre relation était plus compliquée. Je faisais référence à Petros et moi, à ce que j'ai trouvé bien plus tard. » La conversation se poursuivit pendant des heures, naviguant entre souvenirs douloureux et moments de connexion authentique. Constance leur montra davantage de ses peintures, leur parla de sa vie à Santorin, leur posa des questions sur la France, sur leur vie, sur leurs projets ensemble. Finalement, alors que le soleil commençait à se coucher sur la mer, teintant tout d'or et de rose, Constance sortit une boîte métallique d'une armoire. « Il y a quelque chose que tu dois voir, Alexandre, » dit-elle, posant la boîte sur la table. « Quelque chose que même Édouard ne sait pas. La vraie raison pour laquelle Richard était si désespéré de me tenir éloigné, d'enterrer toute cette histoire. » D'une main tremblante, elle ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvaient des documents, de vieilles photographies et ce qui semblait être un journal. Mais ce fut un papier officiel avec des sceaux et des signatures que Constance sortit et tendit à son fils. « Ton acte de naissance, » dit-elle doucement. « L'original. » Alexandre le prit avec précaution, comme s'il pouvait se désintégrer entre ses mains. Ses yeux parcoururent le document, s'arrêtant à la section qui indiquait le nom du père. « Ceci ne peut pas être vrai, » murmura-t-il, pâlissant visiblement. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Valentine, inquiète de sa réaction. « Selon ceci, Richard Montier n'était pas mon père biologique, » répondit Alexandre, sa voix à peine un murmure. « Le nom qui apparaît ici est Édouard Sanchez. » La révélation tomba comme une bombe entre eux. Constance acquiesça lentement, confirmant ce que le document proclamait. « J'ai eu une brève relation avec Édouard avant de connaître Richard, » expliqua-t-elle. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, Édouard s'était déjà éloigné, entièrement dévoué à construire sa carrière aux côtés de Richard. J'ai décidé de ne pas lui dire, du moins pas immédiatement. Puis j'ai rencontré Richard, nous sommes tombés passionnément amoureux, et quand je lui ai parlé de ma grossesse, il a supposé que le bébé était le sien. Et tu ne l'as jamais corrigé ? L'incrédulité dans la voix d'Alexandre était palpable. J'allais le faire, éventuellement, mais Richard était si heureux, si enthousiaste à l'idée d'être père, et Édouard avait toujours clairement indiqué qu'il ne voulait pas d'enfant, que sa vie était l'entreprise. Constance soupira profondément. « Quand tu es né, quand j'ai vu tes yeux bleus, j'ai su que je ne pourrais pas cacher la vérité pour toujours. Tes yeux sont exactement comme ceux d'Édouard, pas comme les yeux marrons de Richard. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. Mon père, Richard, l'a découvert? Oui, quand tu avais presque 8 ans. Un test de compatibilité sanguine, avant une opération dont tu avais besoin, a révélé qu'il était impossible qu'il soit ton père biologique. Il m'a confronté, et dans mon désespoir, je lui ai avoué la vérité sur Édouard. Et c'est pour cela qu'il a orchestré ta mort, conclut Valentine, les pièces s'emboîtant enfin. Pas seulement pour l'infidélité avec Élise Moreau, mais parce qu'il a découvert que le fils qu'il avait élevé comme le sien, l'héritier de son empire, était en réalité le fils de son meilleur ami. Exactement, confirma Constance. Ce fut dévastateur pour lui. Mais au lieu d'affronter la vérité, de parler à Édouard, il a choisi de construire ce mensonge élaboré. Il a simulé ma mort, m'a exilé et a continué à prétendre que tu étais son fils biologique. Même devant Édouard. Édouard ne le sait pas. La surprise dans la voix d'Alexandre était évidente. Il ne sait pas que je suis son fils? Non, à ma connaissance. Richard a juré qu'il emporterait ce secret dans la tombe, qu'il préférait mourir plutôt que de permettre à Édouard de te réclamer comme sien. Alexandre se leva brusquement, ayant besoin d'espace, d'air, de distance, face à ces révélations qui ébranlaient les fondements de son identité. Toute ma vie, murmura-t-il, regardant par la fenêtre vers la mer maintenant teintée d'écarlate par le coucher du soleil. Toute ma vie, j'ai été une imposture. L'héritier Montier qui ne porte pas le sang des Montier. Le fils d'un homme qui en réalité était le fils d'un autre. Valentine s'approcha de lui, prenant sa main fermement. Tu n'es pas une imposture, Alexandre. Tu es exactement qui tu as toujours été. Un homme qui a construit son propre chemin, qui a prouvé sa valeur au-delà de tout nom de famille ou héritage génétique. Valentine a raison, ajouta Constance, s'approchant aussi. Le sang n'est qu'une petite partie de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Richard t'a élevé, t'a donné son nom, son amour à sa manière. Et Édouard, sans même savoir que tu étais son fils biologique, a toujours été là pour toi, te guidant, te protégeant. Et maintenant, la voix d'Alexandre semblait perdue, comme celle d'un enfant à nouveau. Que suis-je censé faire de cette vérité? Ce que tu crois juste, répondit sa mère avec douceur. Tu peux garder le secret, comme l'a fait Richard. Ou tu peux le partager avec Édouard, lui donner l'opportunité de connaître la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Valentine observa comment Alexandre traitait tout cela, comment les émotions traversèrent son visage comme des nuages d'orage, confusion, douleur, colère, et finalement une sorte de résolution. « J'ai besoin de temps, dit-il finalement. J'ai besoin de réfléchir à tout cela. »« Bien sûr, répondit Constance.
J'ai attendu plus de 30 ans pour ce moment. Je peux attendre un peu plus. Cette nuit-là, dans la tranquillité de leur chambre d'hôtel avec vue sur le volcan endormi de Santorin, Valentine tint Alexandre, tandis qu'il permettait finalement aux larmes de couler. Des larmes pour l'enfant qu'il avait été, pour la mère qui lui avait été arrachée, pour le père qu'il avait élevé dans le mensonge, et pour le père biologique qui n'avait jamais su qu'il l'était. « Je ne sais pas qui je suis », murmura-t-il contre l'épaule de Valentine. « Toute ma vie a été construite sur un mensonge. Tu es Alexandre », répondit-elle, caressant ses cheveux. « L'homme que je connais, que j'aime, l'homme qui s'est battu pour construire quelque chose d'unique et de précieux, pas seulement pour suivre un héritage imposé. Ça, personne ne peut te l'enlever, peu importe qui figure sur ton acte de naissance. » Lentement, le corps tendu d'Alexandre commença à se détendre sous ses caresses. Quand il leva finalement les yeux, Valentine vit quelque chose de nouveau dans son regard, une vulnérabilité qu'il ne s'était jamais permis de montrer auparavant, mais aussi une détermination renouvelée. « Je t'aime », dit-il simplement. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi en ce moment. Heureusement, tu n'auras pas à le découvrir, » sourit-elle, embrassant doucement ses lèvres. Ils passèrent 3 jours à Santorin. 3 jours de longues conversations avec Constance, d'exploration de l'île, d'Alexandre apprenant à connaître lentement la mère qu'il avait cru morte pendant presque toute sa vie. Ce ne fut pas facile. Il y avait trop d'années perdues, trop de douleurs accumulées pour que tout se résolve en une semaine. Mais il y avait aussi un début. Un fragile pont commençant à se construire entre eux. Ce fut lors de la dernière nuit, pendant un dîner sur la terrasse de l'appartement de Constance, avec la mer Égée s'étendant comme un manteau étoilé sous eux, qu'Alexandre prit finalement sa décision. « Je vais parler à Édouard quand nous rentrerons », annonça-t-il, tandis qu'il partageait un dessert grec typique que Constance avait préparé. « Il mérite de connaître la vérité. »« Tu es sûr ?» demanda sa mère, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Tu n'as aucune obligation de le faire. Le secret pourrait mourir avec nous. »« J'en suis sûr », répondit Alexandre avec fermeté. « J'ai vécu trop longtemps dans le mensonge. Je ne veux pas le perpétuer. De plus, ajouta-t-il, regardant Valentine, je construis une nouvelle vie, un nouvel avenir, et je veux que cet avenir soit fondé sur la vérité. » Valentine serra sa main en signe de soutien. « Je serai avec toi à chaque étape. J'aimerais aussi que tu viennes en France, » continua Alexandre, regardant sa mère, « au moins pour une visite. Voir l'hôtel quand il sera terminé. Revoir le pays que tu as quitté il y a si longtemps. » La surprise et l'émotion se mêlèrent sur le visage de Constance. « Tu es sûr? Cela pourrait compliquer les choses pour toi, pour l'entreprise. »« J'en ai assez de prendre des décisions basées sur ce qui est le mieux pour l'entreprise, » répondit Alexandre. « Désormais, je ferai ce qui est le mieux pour les personnes que j'aime, et cela t'inclut, maman. » Le mot « maman » prononcé pour la première fois après tant d'années fit que les yeux de Constance se remplissent de larmes. Sans un mot, elle se leva et étreignit son fils, une étreinte qui contenait 3 décennies d'amour contenu, de nostalgie, de rêves brisés et d'espoir renaissant. Valentine les observa, le cœur plein. Malgré toute la douleur, malgré tous les mensonges, quelque chose de beau naissait des cendres. Une famille fracturée commençait à guérir, à renouer, à se reconstruire. Et elle, qui avait grandi sans père, comprenait mieux que quiconque la valeur de ce processus. Le retour en France fut chargé d'anticipation. Alexandre avait décidé de parler d'abord avec Édouard, avant de faire toute annonce publique concernant Constance ou des changements dans l'entreprise. La réunion fut organisée dans le Mas de Provence, loin des bureaux corporatifs et des oreilles indiscrètes. Édouard arriva ponctuellement, comme toujours. Bien qu'il tentât de maintenir sa sérénité habituelle, Valentine remarqua la tension dans ses épaules, la raideur dans sa posture. Il savait que quelque chose d'important allait se produire. « Merci d'être venu, Édouard », salua Alexandre, le guidant jusqu'à la terrasse où ils avaient préparé un déjeuner léger. « Je te présente formellement Valentine Moreau. »« Mademoiselle Moreau. » Édouard inclina légèrement la tête. « J'ai beaucoup entendu parler de votre travail pour le projet. Impressionnant. »« Merci », répondit Valentine avec un sourire poli. « Alexandre a été un collaborateur exceptionnel. » Ils s'assirent à table, où François avait disposé une sélection de plats provençaux traditionnels. La conversation resta superficielle pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'Alexandre aborde finalement le sujet qui les avait réunis. « Édouard, je t'ai invité ici parce qu'il y a quelque chose d'important que je dois partager avec toi, » commença-t-il, sa voix ferme malgré la tension évidente. « Il s'agit de ma mère. » L'expression d'Édouard se durcit immédiatement. « Je croyais que nous avions déjà discuté de ce sujet dans mon bureau. Je suis allé la voir, Édouard. » La déclaration tomba comme une pierre entre eux. À Santorin, j'ai parlé avec elle. Je sais tout. La couleur quitta le visage de l'homme plus âgé. « Alexandre, tu dois comprendre que ton père, Richard Montier, n'était pas mon père biologique, » interrompit Alexandre, ses yeux bleus fixés sur ceux tout aussi bleus d'Édouard. « C'est toi. » Le silence qui suivit fut absolu. Édouard semblait s'être transformé en pierre, sa respiration à peine perceptible, ses yeux écarquillés avec un mélange de choc et de soulagement. « C'est impossible, » dit-il finalement, sa voix à peine un murmure. « Ta mère et moi n'avons jamais, elle et Richard, été fiancés quand... »« J'ai l'acte de naissance original, » continua Alexandre,
sortant le document d'une enveloppe, et celle-ci. Il posa sur la table les photographies que Constance lui avait données. Des images d'un jeune Édouard et Constance ensemble, manifestement amoureux dans divers endroits de Paris. C'était avant qu'elle ne rencontre Richard, expliqua Alexandre. Une romance brève mais intense. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte, tu t'étais déjà éloigné, entièrement dévoué à ta carrière aux côtés de Richard. Elle a rencontré Richard peu après. Ils sont tombés amoureux et il a supposé que le bébé était le sien. Édouard prit les photographies d'une main tremblante, ses yeux parcourant les images comme si elle pouvait le transporter vers ce passé presque oublié. Je savais que quelque chose ne collait pas, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour eux. À ta naissance, ses yeux, mes yeux. Mais je n'ai jamais pensé, jamais imaginé. Richard l'a découvert quand j'avais presque 8 ans, continua Alexandre. Un test de compatibilité sanguine pour une opération a révélé qu'il ne pouvait pas être mon père biologique. Il a confronté ma mère et elle a avoué la vérité à ton sujet. Et c'est pour cela qu'il a orchestré sa mort, conclut Édouard, les pièces s'emboîtant finalement dans son esprit. Pas seulement pour Élise Moreau, mais parce qu'il a découvert que le fils qu'il avait élevé comme le sien était en réalité le mien. Oui, répondit Alexandre. Il a préféré construire ce mensonge élaboré plutôt que d'affronter la vérité, plutôt que de te permettre de savoir que tu étais mon père biologique. Édouard se leva brusquement, marchant vers le bord de la terrasse. Sa silhouette habituellement imposante semblait soudain fragile, courbée sous le poids de décennies de tromperies et de vérités cachées. Toutes ces années, dit-il finalement, sa voix brisée, toutes ces années à prendre soin de toi dans l'ombre, à te conseiller, à te protéger, sans savoir que tu étais mon fils, mon propre fils. Aurais-tu agi différemment? Demanda Alexandre, s'approchant de lui. Si tu avais su la vérité, aurais-tu revendiqué ta paternité? Édouard le regarda et pour la première fois, Valentine vit des larmes dans les yeux de l'homme qui avait toujours semblé taillé dans le marbre. Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. Le jeune homme que j'étais alors, j'étais obsédé par le succès, par la construction de quelque chose d'important aux côtés de Richard. Je n'étais pas prêt à être père. Il fit une pause, prenant une respiration tremblante. Mais j'aurais voulu avoir le choix de le décider, de connaître la vérité. C'est exactement ce que j'ai pensé, acquiesça Alexandre. Tu méritais de connaître la vérité, comme je méritais de la connaître. C'est pourquoi nous sommes ici. Et maintenant, demanda Édouard, l'incertitude évidente dans sa voix, qu'est-ce que cela signifie pour nous, pour l'entreprise? Pour l'entreprise, rien ne change publiquement, du moins pas pour l'instant, répondit Alexandre. Pour nous, cela dépend de toi. Je n'attends pas que tu deviennes soudainement un père traditionnel. Trop d'années ont passé pour cela. Mais peut-être pouvons-nous construire quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête, basé sur qui nous sommes réellement, pas sur les mensonges qui nous ont été imposés. Édouard acquiesça lentement, assimilant tout cela. Puis, dans un geste qui surprit autant Alexandre que Valentine, il tendit sa main vers son fils. « J'aimerais essayer, dit-il simplement. » Quand leurs mains se rencontrèrent, quand pour la première fois ils se regardèrent inconsciemment comme père et fils, Valentine sentit qu'elle assistait à quelque chose de presque sacré. Un cercle qui se fermait, une blessure qui commençait à guérir, après des décennies à suppurer en silence. « Il y a autre chose, » ajouta Alexandre après un moment. « Ma mère, Constance, est vivante et elle est prête à revenir en France. » Au moins pour une visite. L'expression d'Édouard se transforma à nouveau. « Constance, vivante, et tu l'as vue? » « Oui, elle vit à Santorin, elle a une galerie d'art. Elle s'est construit une bonne vie là-bas. Elle aussi le savait, que je suis ton père. Elle l'a toujours su, » confirma Alexandre. Mais elle a respecté la décision de Richard par peur des conséquences. Édouard porta une main à son visage, submergé par tant de révélations. « J'ai besoin de temps pour assimiler tout cela. » « Bien sûr, » répondit Alexandre. « Prends le temps dont tu as besoin. Nous serons là. » Quand Édouard partit finalement, des heures plus tard, quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Ce n'était pas une relation père-fils traditionnelle, peut-être ne le serait-elle jamais, mais c'était quelque chose d'authentique, quelque chose de réel, un commencement. Valentine observa la voiture d'Édouard disparaître sur le chemin de terre, consciente qu'il venait d'assister à un point d'inflexion dans la vie des deux hommes. Elle se tourna vers Alexandre, qui contemplait l'horizon avec une expression sereine qu'elle ne lui avait pas vue depuis que ce tourbillon de révélations avait commencé. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle, entrelaçant ses doigts avec les siens. « En paix », répondit-il après un moment de réflexion. « Pour la première fois depuis longtemps, je sens que je suis sur un terrain solide, pas sur des sables mouvants de mensonges et de secrets. Et pour l'hôtel, pour nous ?» Alexandre la regarda avec cette intensité qui lui coupait toujours le souffle. « L'hôtel sera exactement ce dont nous avons rêvé. Un pont entre les mondes, entre le passé et l'avenir, entre la tradition et l'innovation. Et nous, un sourire lent, plein de promesses, s'étendit sur son visage. Nous serons ce que nous sommes déjà, deux personnes qui se sont trouvées au milieu d'une tempête et ont décidé de marcher ensemble vers la lumière. Les mois suivants s'écoulèrent dans un tourbillon d'activités. L'hôtel en Provence avançait selon le planning.
l'identité visuelle créée par Valentine recevant des éloges de toute l'industrie. La relation entre Alexandre et Édouard évoluait lentement, avec des déjeuners hebdomadaires et de longues conversations qui laissaient peu à peu derrière elles des décennies de malentendus. Et puis, 6 mois après leur voyage à Santorin, arriva le jour qu'ils attendaient, l'inauguration officielle de l'hôtel. Le Mas des Racines, comme ils avaient décidé de l'appeler, était un joyau architectural qui combinait parfaitement les éléments traditionnels provençaux avec un design contemporain impeccable. Les chambres, dispersées sur le terrain pour s'intégrer au paysage naturel, offraient des vues spectaculaires sur la vallée. Le restaurant principal, construit autour d'un ancien olivier, servait des plats qui réinventaient la gastronomie locale avec des techniques modernes. Tout, des textiles à la vaisselle, avait été créé par des artisans locaux suivant la vision inclusive et durable qu'Alexandre et Valentine avaient défendue. La fête d'inauguration réunit des figures importantes de l'industrie hôtelière, des critiques de design, des journalistes spécialisés, et bien sûr, les personnes qui avaient rendu ce rêve possible. Parmi les invités spéciaux se trouvait Élise, radieuse et fière du travail de sa fille. Édouard, qui pour la première fois apparaissait publiquement non seulement comme membre du conseil d'administration, mais comme mentor et figure paternelle dans la vie d'Alexandre, et à une place discrète mais d'honneur Constance, qui avait volé depuis la Grèce pour l'occasion. Pendant que les invités profitaient du cocktail dans le jardin principal, sous des guirlandes de lumière qui semblaient des étoiles tombées, Alexandre monta sur la petite scène pour prononcer son discours inaugural. « Bienvenue au Mas des Racines », commença-t-il, sa voix claire et ferme. Ce projet représente bien plus qu'un nouvel hôtel de luxe. Il représente un retour aux origines, une reconnexion avec la terre qui nous a vus naître, un pont entre ce que nous étions et ce que nous pouvons devenir. Ses yeux parcoururent le public jusqu'à rencontrer ceux de Valentine, qui l'observait avec fierté et amour depuis le premier rang. Il y a 1 an, quand nous avons conçu ce projet, je ne pouvais imaginer comment il changerait non seulement le paysage de ces collines, mais aussi nos vies. Les racines de ce lieu se sont entremêlées avec les nôtres, révélant des vérités cachées, déterrant des secrets, mais aussi nourrissant de nouveaux commencements. Il fit une pause, et Valentine remarqua comment son regard se posait brièvement sur sa mère, sur Édouard, sur Élise, sur toutes les personnes dont les vies avaient été transformées par les événements des derniers mois. On dit qu'on ne peut pas choisir d'où l'on vient, mais qu'on peut choisir où l'on va. Aujourd'hui, nous célébrons les deux, nos racines, qui nous ancrent et nous donnent une identité, et nos ailes, qui nous permettent de rêver et de grandir. Il leva son verre pour un toast, au Mas des Racines, au nouveau commencement, et à la vérité qui, bien que parfois douloureuse, toujours libère. Les applaudissements résonnèrent dans tout le jardin. Quand Alexandre descendit de la scène, il alla directement vers Valentine. Au lieu des paroles qu'elle attendait, il s'agenouilla devant elle, sortant une petite boîte en velours de la poche de sa veste. Un murmure de surprise parcourut les invités, qui formèrent spontanément un cercle autour du cou. « Valentine Moreau ?» dit Alexandre, sa voix audible seulement pour elle, malgré le silence expectatif qui était tombé sur la fête. « Tu m'as appris que la vraie valeur réside dans l'authenticité, dans l'acceptation de nos imperfections, dans l'embrassement de nos histoires complètes. Tu m'as montré que l'amour n'est pas un conte de fées, mais un voyage partagé, parfois difficile, toujours transformateur. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague au design unique, un solitaire d'émeraude, entouré de petits saphirs, sertis dans de l'or blanc, avec des motifs complexes, qui rappelait les champs de lavande provençaux. Cette bague représente ce que nous sommes, tes yeux verts, les miens bleus, entrelacés dans un design qui honore la terre qui nous a unis. Avec toi, j'ai découvert qui je suis vraiment, au-delà des noms de famille et des héritages. Et c'est avec toi que je veux construire un nouvel héritage, une nouvelle histoire. Me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme? Les larmes brillaient dans les yeux de Valentine, mais aussi le plus radieux des sourires. Sans un mot, elle tendit sa main gauche, permettant à Alexandre de glisser la bague à son doigt. Puis, dans un geste qui surprit tous les invités présents, ce fut elle qui le releva et l'embrassa avec une passion qui déclencha applaudissements et viva de tous les invités. « Oui, dit-elle finalement quand leurs lèvres se séparèrent. Oui, je veux construire cette histoire avec toi, tous les chapitres. » Tandis que la fête continuait autour d'eux, avec félicitations et étreintes de famille et amis, Valentine regarda vers le ciel étoilé de Provence. Il était difficile de croire que tout avait commencé par une humiliation dans un restaurant, avec une robe tachée de vin et la dignité blessée. Que de ce moment de vulnérabilité était née cette histoire de rédemption, de découverte de soi, d'amour véritable. La vie, pensa-t-elle, avait des façons surprenantes de nous mener exactement là où nous devions être, même si le chemin semblait tortueux et douloureux dans le processus. 6 mois plus tard, Valentine Moreau et Alexandre Montier se marièrent sur la terrasse du Mas des Racines, sous un dais de fleurs sauvages et avec les collines provençales comme témoins. Ce ne fut pas une cérémonie fastueuse, malgré les ressources à leur disposition. Ils préférèrent quelque chose d'intime, d'authentique, avec seulement les personnes vraiment importantes dans leur vie. Élise marcha fièrement au bras de sa fille,
jusqu'à l'hôtel improvisé. Constance, qui partageait maintenant son temps entre Santorin et la France, occupait une place d'honneur aux côtés d'Édouard, avec qui elle avait entamé une réconciliation prudente basée sur le respect mutuel et les souvenirs partagés. François, le fidèle majordome qui avait été le témoin silencieux de tant de secrets, souriait depuis sa place, sachant que finalement le cercle s'était refermé. Quand ils échangèrent leurs vœux écrits par eux-mêmes, il n'y eut pas un œil sec parmi les présents. Ils ne promirent pas un amour parfait, sans obstacle ni défi. Ils promirent en revanche d'affronter ensemble ce qui viendrait avec honnêteté, avec courage, avec la certitude qu'ayant surmonté tant d'épreuves, ils pourraient surmonter n'importe quelle autre que la vie leur présenterait. L'alliance qu'Alexandre glissa au doigt de Valentine s'accordait avec celle de fiançailles. Un anneau d'or blanc avec émeraude et saphir entrelacés. L'alliance qu'elle plaça au doigt de lui était similaire, mais avec les couleurs inversées. Principalement des saphirs avec des accents d'émeraude. Que ces anneaux nous rappellent toujours qui nous sommes, dit l'officiant en les bénissant. Pas seulement individuellement, mais ensemble. Deux histoires qui sont devenues une seule, plus forte, plus belle par l'union. La fête qui suivit fut une célébration de la vie dans toute sa complexité. Il y eut rires et musique, danses traditionnelles et moments de conversation intime. Le chef avait préparé un festin qui combinait le meilleur de la gastronomie provençale avec des touches méditerranéennes, un clin d'œil aux origines diverses des familles qui s'unissaient ce jour-là. Près de minuit, quand beaucoup d'invités s'étaient déjà retirés, Valentine et Alexandre s'éclipsèrent jusqu'à un belvédère proche. De là, ils pouvaient voir les lumières de l'hôtel brillant comme des lucioles parmi la végétation, la vallée s'étendant à l'infini, sous la lumière de la lune, les étoiles si proches qu'il semblait qu'il pourrait les toucher. « Es-tu heureuse » demanda Alexandre, l'enlaçant par derrière. Valentine s'appuya contre sa poitrine, sentant les battements forts et constants de son cœur. « Plus que je ne l'aurais cru possible », répondit-elle sincèrement. « Et toi? Avec toi, j'ai découvert une forme de bonheur que je ne savais même pas qu'elle existait, » répondit-il, embrassant doucement son cou. « Un bonheur qui ne dépend pas de nom de famille, ou de fortune, ou d'apparence. Un bonheur réel, comme toi. » Ils restèrent là, enveloppés dans le silence magique de la nuit provençale, deux âmes qui avaient trouvé dans l'autre exactement ce dont elles avaient besoin, non pas la perfection, mais le complément. Non pas une fin de conte de fées, mais un commencement honnête et courageux. Et tandis que la lune avançait lentement dans le ciel nocturne, illuminant leurs visages unis dans un baiser qui promettait un avenir partagé, tous deux surent avec certitude que ce n'était pas la fin de leur histoire, mais à peine le commencement. Un commencement fondé sur la vérité, sur le pardon, sur l'acceptation que le véritable amour n'évite pas les blessures, mais nous donne la force de les guérir ensemble. Un commencement qui, comme leurs alliances entrelacées, unissait leurs couleurs, leurs histoires, leurs âmes, en quelque chose de nouveau et de beau qui durerait toute une vie. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de récits d'amour, de dépassement de soi et de seconde chance. Dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous lisez et quelles autres histoires vous aimeriez entendre. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu qui touche l'âme. Merci de nous accompagner dans ce voyage émotionnel.